Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 191, Visiteur matinal. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Ce dernier mouvement était vraiment génial, a déclaré Issei en regardant le résumé d'après-match du match de classement entre James et Serra Org. Oui, mais je ne pense pas que James s'attendait à ce que le match se termine comme ça, dit Akeno en souriant. Son expression confuse était trop mignonne, non? En réponse à la question d'Akeno, Ria, Koneko, Mio, Maria et Xenovia hochèrent la tête simultanément. Puis ils se mirent tous à rire. Je pense quand même que James a dépassé ses propres attentes s'il ne s'attendait pas à ce que ce coup mette fin au combat avec Serra Org, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Je me demande ce qu'il va faire. Il va probablement travailler dur pour améliorer son contrôle, dit Venlana en entrant avec Greffia dans la pièce où les jeunes démons regardaient le jeu de classement. Il est évident qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser autant de pouvoir. Il réalisera alors probablement qu'il ne le contrôle pas parfaitement. Tout le monde hocha la tête en réponse à l'analyse raisonnable de Venlana. Puis, Ria reprit la parole. Je pense qu'il lui faudra un certain temps pour reprendre le contrôle de son pouvoir. Pourquoi dis-tu ça, Riani demanda Maria avec curiosité. Parce que j'ai l'impression de prendre du retard chaque jour, dit Ria en fronçant les sourcils. Et ça ne me plaît pas. Je veux pouvoir le soutenir, pas le suivre. Alors peut-être que tu devrais arrêter d'être si paresseux en ce qui concerne l'entraînement, répondit Akeno d'un ton moqueur. À la surprise d'Akeno, cependant, Ria ne fit pas la moue ni ne s'énerva. Au lieu de cela, elle hocha la tête. Oui, je crois que tu as raison, dit Ria. Je sais combien James travaille dur. Si je veux suivre, je vais devoir travailler tout autant. Burke, voire plus. Tout le monde sourit en voyant l'hésitation dans l'expression paresseuse de King lorsqu'il mentionnait s'entraîner plus dur que James. Cependant, quand tout le monde imaginait faire la même chose, ils commencèrent à grimacer. Venlana, qui observait l'expression de tous les jeunes, éclata de rire. Même Greffia ne put s'empêcher de lever légèrement les commissures de ses lèvres. Underwall, territoire de Citri, domaine de Citri. Avoir quelqu'un comme Ayam-san, c'est de la triche, a déclaré Tomo en regardant les moments forts du jeu de classement avec le reste de la noblesse de Sona. Et dire que James était contre l'idée de l'accepter au début, dit Sona avec un sourire. Tsubaki et Reiya ont également souri en se souvenant du jour où James a amené Ayam dans sa pairie. Pourquoi hésiterais-je demanda Momo. Parce qu'elle l'a traqué pendant presque un an, répondit Tsubaki en ajustant ses lunettes. Et puis, quand il l'a enfin retrouvée, il a découvert qu'elle était une perverse hors pair. Ouais, je pense que ce serait un problème, dit Tsubasa en regardant Tomo. Je suis peut-être un chasseur de primes, mais pas un pervers, répondit Tomo en ricanant. Désolé, Tomo, répondit Reiya. Mais être un Shotakon fait de toi un pervers par défaut. Tous les autres dans la pièce, y compris ce rafale, hochèrent la tête. Ne fais pas comme si être une poule mouillée ne faisait pas de toi une perverse, grande sœur, dit doucement Sona. Malheureusement, l'ouïe de ce rafale était bien meilleure que Sona ne l'imaginait. Surtout lorsqu'il s'agissait d'entendre ce que sa petite sœur avait à dire. C'est tellement cruel, tellement bronzé, dit ce rafale en resserrant son étreinte. Sona pouvait sentir l'air quitter ses poumons à cause de la force de l'étreinte de ce rafale. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. À l'infirmerie réservée à l'équipe Baël, plusieurs de ses membres étaient alités. Pendant ce temps, ceux qui avaient survécu à la fin du match attendaient le réveil de leurs coéquipiers dans la salle d'attente. Kuisha, la première à partir, fut la première à se réveiller. Regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était à l'infirmerie. Un instant plus tard, elle réalisa que le reste de son équipe était présent, avec Serra Org, Mistita et Beluga allongés dans des lits comme elle. Soupir. On a perdu, hein, dit Kuisha d'un ton déçu. On a réussi, dit Serra Org depuis le lit à côté de Kuisha. Mais la bataille a été phénoménale. James et sa noblesse sont très forts. J'ai hâte de les affronter à nouveau. À la fin de son discours, Serra Org s'assit sur son lit et faillit hurler ses derniers mots. En la voyant, le roi, ainsi, Kuisha sentit ses émotions négatives commencer à disparaître. Tous les membres de la noblesse de Serra Org savaient que leur chance de victoire était mince. Pourtant, Serra Org leur demandait simplement de faire de leur mieux. Dans la plupart des cas, on aurait pu croire que Serra Org avait renoncé à la victoire. Mais dans le cas de l'équipe Baël, ils n'en ont pas tenu compte. Jusqu'à présent, à chaque partie classée, Serra Org leur a répété exactement les mêmes mots avant chaque partie. Parce qu'ils pensaient que c'était tout ce qu'ils pouvaient leur demander. Quelques instants plus tard, Mistita et Beluga se réveillèrent à leur tour. Cependant, dans le cas de Beluga, il lui faudrait quelques jours, voire une semaine, pour retrouver toute sa force. Se faire planter une lance dans la poitrine n'est pas une blessure dont on se remet généralement en un jour. À notre retour au domaine de Baël, nous réexaminerons le jeu de classement, dit Serra Org avec vigueur. Nous analyserons ce que nous aurions pu améliorer dans chaque situation. Oui, monsieur. Tous les membres de la noblesse de Serra Org répondirent avec autant de force que leur permettaient leurs conditions physiques. Toc. Toc. Il semble y avoir beaucoup de vie ici, dit James en entrant dans la pièce sans attendre de réponse. Alors que James entrait dans la pièce, Skatash et Shuna le suivirent.
Ah. On est prêt à s'entraîner à nouveau pour se remettre de cet échec, dit Sarah Org, visiblement excitée. Malheureusement, il faudra quelques jours avant que nous soyons tous de nouveau en pleine forme. En fait, c'est pour ça qu'on est là, répondit James en souriant. Si tu le permets, Shuna peut t'aider à guérir. J'ai même des pouvoirs de guérison. Excellent, s'exclama Sarah Org avec enthousiasme. Ça nous aiderait beaucoup. On pourrait alors disputer une revanche encore plus vite. À ces mots, James se contenta d'un sourire ironique. Sarah Org était un type sympa, mais les demandes constantes de combat des 5 dernières années étaient excessives, même pour James. Décidant que le défi de Sarah Org pour leur prochain combat pouvait être reporté, James, Skatash et Shuna, avec Shuna en tête, commencèrent à soigner les membres de l'équipe Bael. Monde souterrain, territoire de Bael, château de Bael. Assis dans le bureau de Zekram Bael, Zekram est l'actuel chef du clan Bael, Larenus Bael, venait d'éteindre la diffusion du match de classement de Sarah Org contre James. Alors, quel est ton avis sur le match de classement entre Sarah Org et James Alavru demanda calmement Zekram. Sarah Org est une honte, dit Larenus d'un ton dédaigneux. Il n'est peut-être même pas le démon le plus puissant de sa génération. Sans compter qu'il est un déchet incapable d'utiliser le pouvoir de destruction. Soupir. Tu es une telle déception, dit Zekram après que Larenus eut terminé sa petite crise. Penses-tu que même avec le pouvoir de destruction, tu pourrais vaincre Sarah Org? Bien sûr, le pouvoir de destruction est la lignée la plus puissante des enfers, répondit fièrement Larenus. Soupir. J'aurais dû enfreindre les règles de cette génération et permettre à Venlana d'assumer le rôle de chef de clan, dit Zekram d'un ton fatigué. Pourquoi dis-tu ça, ancêtre demanda Larenus, paniqué. Parce qu'il est clair que tu es un imbécile dont l'orgueil est plus grand que ta puissance ou ton intelligence, dit Zekram, insultant sans pitié l'actuel chef du clan Bael. Crois-tu vraiment qu'au niveau initial du classement final, tu pourrais vaincre quelqu'un au sommet du même classement sans problème? Quoi, s'exclama Larenus, surpris. Il y a 6 mois, Sarah Org venait d'atteindre le rang suprême. Comment ta puissance a-t-elle pu croître aussi rapidement? C'est très simple, dit calmement Zekram après avoir bu une gorgée du thé qu'un serviteur lui avait servi un moment plus tôt. Contrairement à toi, et tout comme ta sœur aînée, il travaille dur. Et à cause de son manque de talent, il travaille plus que la plupart. Toi, en revanche, tu exploites son talent depuis qu'il est en vie. En entendant cela, Larenus baissa la tête et serra les dents. Dire que son fils aîné, Sarah Org, naissant la lignée du clan Bael et pratiquement exilé du clan de sa propre main, le surpassait en force. L'humiliation qu'il ressentit à cet instant fut immense. Cependant, les paroles suivantes de Zekram allaient le propulser vers de nouveaux sommets. Je pense qu'il est peut-être temps pour Sarah Org de prendre sa place en tant que prochain chef de la maison de Bael, dit Zekram spontanément, comme s'il avait oublié que Larenus était toujours dans la pièce. Monde humain, Inde, New Delhi. Debout dans sa chambre privée, dans une base qu'Indra lui avait construite, Kao Kao retira les bandages qui lui couvraient la tête et l'œil droit. Debout devant un miroir, Kao Kao était impatient de voir l'œil qu'il avait transplanté pour remplacer celui que James avait détruit à Kyoto. Une fois tous les bandages retirés, il vit dans l'orbite droite un œil reptilien avec une sclère grise, un iris jaune brillant et une pupille fendue noire. De plus, il sentait la puissance qui émanait de l'œil. Le pouvoir de pétrifier ses ennemis lui serait sans aucun doute très utile pour ses plans. Au même moment, appuyé contre le cadre de la porte de la chambre de Kao Kao, un beau jeune homme aux cheveux bruns courts et soigneusement coupés et vêtu d'une armure d'inspiration grecque au sommet d'un gakuran. Alors, comment est mon cadeau, Kao Kao demanda le jeune homme avec un sourire suffisant. Je dois admettre que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, Persée, dit Kao Kao en continuant d'examiner son nouvel œil dans le miroir. C'est plus difficile à contrôler que je ne le pensais. Eh bien, tu comprends, et tu n'es pas une gorgone, dit Persée en levant les yeux au ciel. Ah, c'est vrai, dit Kao Kao en souriant. Je pourrais certainement m'approprier ce pouvoir tôt ou tard. C'est l'esprit, répondit Persée. Alors, quelle est la prochaine étape maintenant que tu es de nouveau opérationnel? J'ai entendu dire par un petit oiseau que Vali se comportait de manière suspecte, répondit Kao Kao en souriant. Je suppose qu'il va bientôt faire quelque chose qui serait considéré comme une trahison. Après tout, il ne s'est jamais entendu avec nous. Oh, on l'arrête, demanda Persée en plissant les yeux. Non. Kao Kao rejeta cette suggestion avec dédain. Au lieu de cela, nous devrions en profiter. J'ai une bonne idée de ce qu'il veut faire. Ce sera donc l'occasion idéale de faire d'une pierre 2 coups. Si tu le dis. Persée haussa les épaules. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Merci, je sais que je peux compter sur vous, dit Kao Kao avec un sourire. Monde humain, Japon, Kuo. Après que James, Skatash et Shuna eurent fini de soigner Sarah Org et sa noblesse, ils purent enfin rentrer chez eux à Kuo. Avant leur arrivée, le reste de la noblesse était déjà arrivé et les attendait assis dans le salon. Finalement, juste avant minuit, le cercle magique de téléportation de James apparut dans un coin de la pièce. Ainsi, lorsqu'il disparut, James, Skatash et Shuna étaient toujours là. Waouh! Je suis épuisé, dit James en s'étirant. Je pense que oui, répondit Sehuchulin. Tu as enfin réussi à te libérer de ta paresse et à participer au jeu de classement. Tout le monde, sauf Misor, Dante et Chion, ne put s'empêcher de rire.
Qu'est-ce qui ne va pas chez vous trois? Demanda James en voyant l'air renfrogné de Mysore, Dante et Chion. James sans, pourquoi m'as-tu puni avec ces deux-là? Demanda Chion en désignant Mysore et Dante. Après la question de Chion, Mysore et Dante détournèrent leur regard de James vers Chion. James, quant à lui, affichait une expression confuse. Puni. Pourquoi pensais-tu être puni? Demanda James. Parce qu'on était trop loin des combats, dit Chion, les yeux légèrement humides. Alors pourquoi nous as-tu punis? Et pourquoi m'as-tu puni? Je ne casse rien au combat, et je ne désobéis pas aux ordres. Les regards de Mysore et Dante se durcirent en réponse aux paroles de Chion, même si elle ne sembla pas s'en apercevoir. Pendant ce temps, le reste de la noblesse faisait de son mieux pour ne pas éclater de rire. Je crois que tu te méprends. De plus, c'est le maître qui a assigné les positions défensives, non, répondit James, essayant lui aussi de réprimer un rire après avoir vu les regards dégoûtés de Mysore et Dante. Immédiatement après la déclaration de James, Chion tourna ses yeux pitoyables vers Scatache, mais avant qu'elle ne puisse parler une fois de plus. Sonne, sonne. La sonnette a retenti. Qui diable rentrerait à la maison si tard le soir? Demanda James en fronçant les sourcils. Chapitre 192, présentation de Chiron et Ophi. Monde humain, Japon, Kuo. Qui diable rentrerait à la maison si tard le soir? Demanda James en fronçant les sourcils. Après avoir parlé, James, l'agacement lu sur son visage, se dirigea vers la porte d'entrée du manoir. Ce faisant, il élargit sa perception et la fusionna avec sa vision spirituelle. Ce faisant, il remarqua deux signatures énergétiques familières et deux autres qu'il ne reconnaissait pas. Cependant, l'une d'elles le fit hésiter. Qu'est-ce que c'est? Demanda James, la peur et la confusion se lisant sur son visage. Quel genre de monstre a bien pu amener cet idiot chez moi? Sonne, sonne. Une fois de plus, les visiteurs sonnèrent. Heureusement, le son de la cloche ramena James à la raison. Malheureusement, cela ne parvint pas à apaiser la peur qu'il ressentait face à la présence écrasante qu'il percevait à l'extérieur. Prenant une profonde inspiration, James fit de son mieux pour se calmer. Il se dirigea ensuite vers la porte et posa la main sur la poignée. Après une nouvelle inspiration, James ouvrit la porte. Comme il s'y attendait, James trouva deux personnes familières devant la porte. Vali, avec un sourire malicieux, et Kuroka, avec un sourire narquois. Puis il y avait les deux inconnus. Le premier, un bel homme, aux cheveux blonds qui lui arrivaient au milieu du dos et aux yeux verts. Ce que James trouva étrange, en revanche, c'était sa présence. Il semblait aussi calme et vaste qu'une forêt ancienne. C'est pourtant le deuxième individu qui fit s'arrêter James. Et ce sentiment ne fit qu'empirer après avoir croisé son regard gris foncé et impassible. Finalement, James parvint à détourner le regard et découvrit une belle jeune femme aux longs cheveux noirs qui lui arrivaient aux hanches, vêtue d'une robe noire style gothique Lolita. « Alors j'imagine que tu ne nous laisses pas entrer ?» demanda Vali avec un sourire malicieux. Sortant de son humeur actuelle, James lui sourit en retour. « Je n'ai pas l'habitude d'inviter des terroristes chez moi, Vali. » Avant que James et Vali puissent continuer à faire les 100 pas, la fille s'avança jusqu'à se retrouver juste devant James. Puis, elle pencha la tête en arrière pour le regarder. James tourna également son attention vers elle. « Fort, dit la fille. Aide-moi à battre ce gros connard rouge. »« Pardon, quoi ?» répondit James, perplexe. « Pourquoi ne nous invites-tu pas à entrer, jeune homme ?» demanda l'homme blond avec un sourire calme. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et ce n'est pas le lieu pour aborder des sujets aussi importants. » James haussa les épaules et s'écarta. Il ignorait pourquoi, mais il sentait qu'écouter ce que l'homme avait à dire était primordial. De plus, même s'il voulait refuser, il savait qu'il ne pourrait rien faire pour arrêter la jeune fille si elle décidait d'entrer. Quelques instants plus tard, James revint dans la pièce avec ses 4 invités à la remorque. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Commença à demander Mysore avant de s'arrêter après que la fille soit entrée dans la pièce. Tous les autres, sauf Scatache, se figèrent à l'entrée de la jeune fille. Scatache, quant à elle, observait simplement les nouveaux venus. Chiron, je ne m'attendais pas à te voir ici, dit Scatache en s'adressant calmement à l'homme blond. Puis elle reporta son regard sur la jeune fille. Et tu as amené Ophi avec toi aussi, hein? Chiron, dont la véritable forme est un centaure, était, comme Scatache dans la tradition celtique, le plus grand entraîneur de héros de la mythologie grecque. Hercule et Achille comptaient parmi ses disciples. James, moins affecté que ceux en dessous du niveau divin mineur, ouvrit de grands yeux comme tout le monde. Cependant, contrairement aux autres, il pouvait encore se déplacer normalement. Puis il examina Ophi une fois de plus, qui le regardait toujours. Alors c'est Ophi, demanda James avec curiosité. En tant que chef d'un groupe terroriste, je m'attendais à une apparence plus sinistre. Mignonne était bien loin de mon imagination. Eh bien, l'apparence d'Ophi peut être modifiée à volonté, expliqua Chiron. Ah oui. James hocha la tête. Puis il reporta son attention sur Vali. Alors, pourquoi es-tu ici? Avant d'expliquer cela, pourrais-tu appeler Azazel et toute autre personne que tu jugeras nécessaire et leur demander de venir ici, répondit Vali sans répondre à la question de James. PFFF. Ça va être une de ces soirées, hein? Demanda James d'un ton rhétorique. Je crois que je vais sécher les cours demain. Et comme Vali l'avait demandé, James contacta Azazel, Sirzek, Serafal, Michael et Yasaka.
Bien que Yasaka ne puisse assister à cette réunion en personne en raison de son lien avec les lignes telluriques de Kyoto, elle pouvait y participer par d'autres moyens si elle le souhaitait. De plus, Azazel décida de contacter Odin, car une rencontre avec le dragon Ouroboros suffisait à provoquer une crise dans n'importe quelle faction. Environ 1 heure plus tard, Sirzek, Serafal, Azazel, Michael, Gabriel, Odin, Ria, Sona et les 2 nobles étaient réunis dans la chambre de James. Yasaka était connecté via un cercle magique qui simulait un appel vidéo. PFFF. Il y a trop de monde ici, se dit James en regardant tous les gens dans sa chambre. Je devrais peut-être envisager d'acheter une nouvelle maison. Ignorant les murmures de James, les chefs de faction se concentrèrent sur les 4 étrangers. Chiron, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi rejoigne la brigade du chaos, dit Azazel, brisant la glace. Je n'ai pas rejoint la brigade du chaos, répondit calmement Chiron. Cependant, j'ai pris Vali et son équipe comme élèves, tout comme Skatash l'avait fait avec James à Lavru. Je vois, dit Azazel avec un sourire. J'imagine que perdre contre James lors de ton combat et être hors cours pendant le combat avec Loki t'a fait changer d'avis, hein, Vali? Vali ignora la moquerie d'Azazel. Il regarda plutôt les autres personnes présentes à l'autre bout de la pièce. Je suis venu te confier Ophi, dit Vali, à l'endroit au but. Je pense qu'elle est en danger. En entendant cela, tout le monde dans l'Alliance fut choqué. Et qui pourrait nuire au dieu dragon infini, demanda calmement Michael. Exactement, ajouta Odin. Même si nous unissions tous nos efforts, nous ne pourrions pas faire de mal à un être comme elle. Je n'en suis pas sûr, répondit Vali en secouant la tête. Mais je sais que la brigade du chaos se comporte bizarrement ces derniers temps. Attends, Ophi n'est-il pas le chef de la brigade du chaos, demanda Ria. Pourquoi voudrait-il te faire du mal? Parce que toutes les factions de la brigade du chaos ont leurs propres objectifs, Nia, répondit Kuroka avec un sourire. De plus, Ophi n'est chef que parce qu'elle est la plus forte, poursuivit Vali. En fait, elle ne dirige même pas les membres. En plus de distribuer tes serpents, ajouta James. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a rassemblé tous ces gens bien plus faibles qu'elle. Parce qu'ils ont dit qu'ils m'aideraient à vaincre ce gros idiot rouge, répondit Ophi d'un ton monotone. Ils m'aideraient à retrouver le silence. Tout le monde dans l'Alliance regarda Ophi avec confusion. Toi, dit Ophi en regardant James. Aide-moi aussi à vaincre ce gros connard rouge. Je peux le rendre fort. Quand elle eut fini, Ophi prit un de ses serpents dans sa main. Je n'ai pas besoin de ton aide pour devenir fort, répondit James en souriant. Et c'est qui ce gros connard dont tu parles? Au lieu de répondre, Ophi regarda James d'un air impassible. Cependant, au fond de ses yeux, on pouvait lire la confusion. D'habitude, chaque fois qu'elle offrait ses serpents à quelqu'un, tout le monde sautait sur l'occasion. Dreg, pourquoi n'acceptes-tu pas? Demanda Ophi avec curiosité. Puis, sans l'intervention de James, le Boosted Gear est apparu dans sa main gauche. Parce qu'il a une fierté digne d'un dragon céleste, dit Dreg d'une voix entendue. Il ne compte que sur la force qu'il acquiert par ses propres efforts. Comme Vali, dit Ophi, toujours concentré sur James. Au fait, comme je l'ai dit, qui est ce gros idiot rouge? Demanda à nouveau James. Elle parle de Big Red, répondit Vali avec un sourire ironique. Une fois de plus, tout le monde a été surpris. C'est pourquoi Ophi a créé la brigade du chaos, Nia, ajouta Kuroka. Mais pourquoi? Demanda Gabriel, la curiosité débordant dans ses yeux innocents. Je veux retrouver mon silence, dit Ophi, sans pour autant apaiser la confusion du groupe. Vali expliqua ensuite ce qu'Ophi voulait dire. Comment elle était née dans le fosse dimensionnel. Comme elle appréciait le silence qui régnait en ce lieu. Comment le Grand Rouge était également né un jour. À travers les ondulations et le bruit, le concept des rêves du Grand Rouge fut introduit dans le fosse dimensionnel. Comment elle avait combattu le Grand Rouge pour être bannie du fosse dimensionnel et perdue. Et comment elle avait finalement créé la brigade du chaos pour s'assurer de l'aide pour son prochain combat contre le Grand Rouge. Soupir. Et on dirait qu'Ophi est nulle pour choisir ses amis, hein? Demanda James après que Vali eut fini de traduire les vœux d'Ophi. Soupir. En gros, répondit Vali. Mais pourquoi veux-tu la laisser ici? Demanda James en regardant Ophi, qui s'était installée sur ses genoux, sur sa cuisse gauche pour être précis, tandis que Vali racontait son histoire. Koneko, assise sur l'autre cuisse de James, fixait également Ophi. Incertaine de la situation avec le dieu dragon infini si proche d'elle, elle sortit un sachet de biscuits de sa poche et en offrit un à Ophi. Ophi, de son côté, regarda avec curiosité le biscuit dans la main de Koneko, puis se tourna vers lui. Après avoir échangé quelques instants, elle accepta le biscuit. Cependant, elle le tint simplement sans le manger. Voyant les actions d'Ophi, James et Koneko furent déconcertés. Puis, comme si elle avait reçu une illumination, Koneko sortit un autre biscuit du sac et commença à le grignoter. Voyant les actions de Koneko, Ophi l'imita et mordit dans le biscuit. Puis, ses yeux s'illuminèrent et elle se mit à le grignoter à un rythme beaucoup plus soutenu que Koneko. Eh bien, je comprends pourquoi la brigade du chaos a fini comme ça, dit James après avoir regardé l'intégralité de l'échange entre Koneko et Ophi. C'est peut-être vieux, mais c'est quasiment une page blanche. C'est tout, répondit Vali. Les membres de la brigade du chaos en ont profité pour utiliser le pouvoir d'Ophi à leur guise. Cependant,
Ophi étant si forte qu'elle ne les a pas perçus comme une menace, elle n'a mis en place aucune protection contre leurs actions ou une éventuelle trahison. PFFF. Ça va être pénible, répondit James. Puis il se tourna vers ses supérieurs. Alors, que voulez-vous que je fasse? Voulez-vous que j'accepte la demande? Eh bien, si garder Ophi avec toi et hors de portée de la brigade du chaos peut retarder, voire contrecarrer, leur plan pour elle, je pense que ça en vaut la peine, dit Azazel en caressant son bouc. Sirzek, Serafal, Michael, Odin et Yazaka approuvèrent les paroles d'Azazel. Au même moment, Gabriel semblait vouloir donner un biscuit à Ophi en lui mordant l'ongle du pouce. Poids. Peu importe, elle peut rester ici, dit James d'un ton fatigué. Nous laisserons Kuroka ici pour qu'il s'occupe également d'Ophi, dit Vali en souriant. En apprenant que Kuroka resterait à proximité, Koneko dressa l'oreille avant de regarder attentivement sa sœur aînée. Kuroka lui sourit en retour. À partir de maintenant, Chiron, Nya, dit Kuroka avec un sourire sincère et joyeux. Koneko continua de la regarder en réponse. Cependant, une lueur de bonheur tourbillonnait au fond de ses yeux. J'ai vraiment besoin d'une maison plus grande, dit James en secouant la tête. Nous n'avons plus de chambres libres depuis que le maître a emménagé. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe, répondit Sirzek. Au fait, pourquoi ne commenceriez-vous pas à vivre ensemble? Je sais que je vais regretter d'avoir posé cette question, mais que veux-tu dire? Demanda Ria. Au lieu de Sirzek, c'est Serafal qui a répondu à cette question. Eh bien, Riastan, puisque toi et Sotan êtes fiancés à Jekun, nous pensons qu'il est temps que vous commenciez à vivre ensemble, dit Serafal en souriant. Ensuite, nous achèterons l'autre maison à côté de celle de Jekun et les rénoverons pour en faire un grand domaine. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver, a déclaré Sona en ajustant ses lunettes. Même si Sirzek était celui qui avait abordé le sujet, James pouvait voir le mécontentement tourbillonner dans ses yeux. Je crois qu'il pense encore à moi en train de lui parler de lui, pensa James en observant l'état de Sirzek. Bon, je ferais mieux de me remettre de cette histoire. Je ne sais pas quel est son problème, mais je m'en fiche complètement. Bon, j'ai peut-être une idée de pourquoi il est mécontent de moi, mais je m'en fiche complètement. Après avoir discuté de quelques points supplémentaires, tout le monde se prépara à partir et à se préparer à la suite. Cependant, avant que Vali et Chiron ne puissent partir, Dante les aborda. Avec Maître Chiron qui vous entraîne, toi et ton équipe, Vergil doit devenir plus fort, n'est-ce pas? Demanda Dante. Oui, vos progrès sont impressionnants, répondit Chiron avec un sourire calme. Est-il plus calme depuis que ses forces ont commencé à grandir? Demanda Dante. On peut dire ça, répondit Chiron. Cependant, son désir de te vaincre brûle plus fort que jamais. Je vois, répondit Dante avant de se retourner et de retourner à Devil May Cry avec Lady. Chapitre 193, de nouvelles épées? Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Cela fait 2 semaines qu'Ophi a été confié à la famille à la Vrue. Durant cette période, Ophi semblait apprécier le temps passé avec sa famille et la noblesse. Malheureusement, si vous ne prêtez pas attention à ces légers changements d'expression, vous aurez du mal à les remarquer. Comme Koneko, qui semble être son amie la plus proche, Ophi est presque toujours en train de mâcher quelque chose. Cependant, contrairement à Koneko, elle aime tout manger, pas seulement des friandises. Un changement notable depuis l'arrivée d'Ophi, Fenrir reste aussi près de Scatache que possible dès qu'Ophi est dans les parages. Son instinct semblait le prévenir du danger potentiel d'Ophi. De plus, la nouvelle maison de James, Ria et Sona a été construite après que les démons ont acheté celle en face de la résidence d'origine de James. Sona a également vendu sa résidence d'origine. Ainsi, désormais, les 3 nobles, à l'exception de Flora, Issei, Asia et Janshiro, vivront dans la même maison. Ravel a également pris la décision de vivre avec eux. Aujourd'hui, la vaste propriété compte 5 étages au-dessus du sol et 3 en sous-sol. Le rez-de-chaussée abrite le salon, la cuisine, la chambre de Léona et une chambre d'amis. Les chambres de James, Ria et Sona, ainsi que l'atelier d'art de James, se trouvent au 2e étage. Les chambres des nobles de James se trouvent au 3e étage. Les nobles de Ria dorment au 4e étage, tandis que ceux de Sona se trouvent au 5e étage. Sur le toit, on trouve un jardin et une piscine extérieure. De plus, chaque étage dispose de son propre espace commun et d'une kitchenette, tandis que chaque chambre dispose de sa propre salle de bain. Les 3 sous-sols sont plus polyvalents. Le premier abrite une salle de cinéma suffisamment grande pour accueillir tous les résidents, et même plus. On y trouve également une importante collection. Le 2e sous-sol abrite un grand bain de style onsen et une piscine chauffée. Le 3e sous-sol est quant à lui utilisé pour l'entraînement. Tous les murs, le plafond et le sol ont été renforcés de manière spectaculaire, suffisamment pour résister à une attaque massive d'un être divin de niveau inférieur. Après 2 semaines d'adaptation aux nouvelles conditions de vie, le jour du test de promotion arriva enfin. Aujourd'hui, Mizor, Seu Shulin, Moka, Akeno, Koneko, Yuto, Gaspé, Issei, Tsubaki et Reiya seraient accompagnés de leurs rois et de Scatache aux enfers pour passer le test de promotion de la classe inférieure à la classe moyenne. Démon. Comme toujours, ils séjourneraient à l'hôtel Gremory House, situé sur la place centrale de Lilith. Cela fait 4 ans que je ne suis pas venu ici, a déclaré James alors que lui et les autres franchissaient les portes de l'hôtel Gremory. Oui, c'était un voyage amusant, a déclaré Mizor. Je sais, non, ajouta Moka. Tous ces achats étaient super.
En entendant le mot « shopping », les yeux de toutes les femmes du groupe s'illuminèrent comme des projecteurs. Au même moment, les hommes tremblaient de terreur. « Bon, si tu décides d'aller faire les magasins, j'espère que tu t'amuseras bien, » dit James en souriant. « Je ne pourrai malheureusement pas venir avec toi. Je dois aller voir Muramasa pour fabriquer de nouvelles épées. »« Je pense que oui, » dit Skatash. « Tu as probablement grandi avec ces épées, si je ne me trompe pas. »« C'est exactement ça, maître, » dit James avec un sourire triste. « J'ai failli détruire celui que j'ai utilisé pour créer ce Jetsuga Tanshu dans le Rating Game contre ce traître. »« Comment s'appelait-il » Diodora Astaroth, dit Ria en levant les yeux au ciel. « Tu pourrais au moins te souvenir de son nom. »« Pourquoi devrais-je » demanda James avec un ricanement. Il me méprisait et me traitait de sale bâtard chaque fois qu'il me parlait. « Je suis d'accord, » dit Sona en ajustant ses lunettes. Il ne méritait pas qu'on se souvienne de son nom. C'était tout simplement un traître. Tandis qu'ils discutaient, l'enregistrement fut assez simple, car Ria était connu dans les enfers et sa famille était propriétaire de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, James, Ria, Sona et les autres se dirigèrent vers leur suite. Arrivés à l'étage, ils furent répartis en 4 groupes répartis dans 4 chambres. Le premier groupe, James, Skatash, Misor et Moka, logeraient ensemble. Ensuite, Ria, Sona, Akeno, Koneko et Reiya occuperaient la deuxième chambre. La troisième chambre accueillerait Yuto, Gaspé et Issei, tandis que Seu Shulin et Tsubaki auraient chacun leur chambre. « Bon, les gars, amusez-vous bien pendant votre shopping, » dit James en souriant tandis que chacun quittait sa chambre après avoir déposé ses bagages. « Je vais au magasin Muramasa. Lancez, assure-toi que les filles sont en sécurité. » Tandis que James parlait à Seu Shulin, il affichait clairement un sourire malicieux. Un détail qui n'échappa pas à Seu Shulin. Malheureusement pour lui, il accompagnerait Tsubaki pour cette virée shopping, il ne pouvait donc pas refuser. Le pire était que presque toutes les femmes étaient du voyage. Pendant ce temps, Yuto et Gaspé resteraient à l'hôtel pour aider Issei à réviser une dernière fois avant l'examen écrit. Au moins, le maître ne viendra pas avec nous, pensa Seu Shulin. Je frémis en repensant à la description que James a faite de sa rencontre avec elle. Sur ce, les groupes se séparèrent et vaquèrent à leurs occupations à la veille du test de promotion de la classe moyenne. Une quinzaine de minutes plus tard, James et Skatash se tenaient devant une boutique simple avec une enseigne indiquant « Muramasa S ». « Alors, c'est ici que réside l'homme qui a forgé vos épées ?» demanda Skatash en inspectant la boutique d'apparence simple. « Oui, son obsession pour la forge d'épées est assez intense » dit James en poussant la porte. « Sonne, sonne. »« Et, vieux Muramasa » cria James en entrant dans la boutique. James à la est là pour parler d'épée. « Qui diable traites-tu de vieux, sale gosse » cria Muramasa depuis l'atelier. « Reviens, je n'ai pas le temps d'avancer. » Haussant les épaules, James lança à Skatash un regard qui signifiait « Je te l'avais bien dit ». Puis, tous deux souriant, Skatash suivit James jusqu'à l'atelier de Muramasa. Au bout d'une minute environ, James et Skatash se retrouvèrent dans une pièce extrêmement chaude pendant que Muramasa forgeait une épée. « Bonjour Muramasa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu » dit James en souriant. « Oui » dit Muramasa en tapotant un morceau de métal. « Cela fait presque 4 ans et demi. Tes épées sont-elles en bon état ?»« En fait, c'est pour ça que je suis là » répondit James. « J'ai besoin de 2 nouvelles épées plus puissantes. » Plus fort, répondit Muramasa en ramassant et en examinant le morceau de métal brûlant. Tu les as cassés ou quoi? Non, ne vous inquiétez pas, répondit James d'un geste dédaigneux. Hormis l'usure habituelle liée à l'entretien courant, ils sont en parfait état. Alors pourquoi as-tu besoin de 2 nouvelles épées si celles que tu as sont bonnes? Demanda Muramasa en réchauffant le morceau de métal. Parce que je suis trop fort pour eux, répondit James en haussant les épaules. Je ne peux canaliser en eux qu'une certaine quantité de mon énergie démoniaque avant qu'il ne commence à s'écouler de manière inconfortable. Alors je suppose que c'est vrai que tu es au-dessus du classement final, dit Muramasa en posant le morceau de métal chaud sur son établi. Alors je suppose qu'il est temps que tu te procures de nouvelles épées. Je suppose que tu peux m'aider, n'est-ce pas? Demanda James d'un ton impatient. Je pourrais, acquiesça Muramasa. Mais je n'ai pas de matériaux sous la main qui pourraient résister à une qualité supérieure à celle du produit final. Alors je vais devoir me procurer le matériel moi-même, hein, répondit James. Où suis-je censé trouver un truc pareil? Je pense que cela devrait suffire, dit Skatash, s'insérant dans la conversation. Puis il toucha le bracelet couvert de runes qu'il portait, et un morceau de la créature marine qu'il utilisait pour fabriquer ses lances apparut sur le sol de l'atelier. Mais maître, vous avez déjà créé quelque chose pour moi avec ça, dit James, perplexe. Je pensais que chacun de vos élèves ne pouvait en faire qu'une seule chose. C'est exact. Skatash hocha la tête. J'ai fabriqué un teku pour toi. Mais d'habitude, je fabrique des armes. Et comme tu utilises une arme orientale, je n'étais pas sûr de pouvoir en créer une de qualité suffisante. James acquiesça au raisonnement de Skatash et décida de ne pas la critiquer pour la raison initiale. Il regarda plutôt Muramasa, qui examinait le morceau d'animal marin posé sur le sol de son atelier. Alors, quel est le verdict, mon vieux? Demanda James avec curiosité. Comme je l'ai dit, qui diable traites-tu de vieux? Répondit Muramasa. Mais pour répondre à ta question, cela devrait suffire à fabriquer une épée de très haute qualité.
Alors, il va falloir que je trouve les matériaux pour une deuxième épée, demanda James. Si tu veux toujours utiliser 2 épées, n'hésite pas, répondit Muramasa. Combien de temps te faudra-t-il pour forger une épée avec ce matériau, demanda James avec curiosité. Je n'en suis pas sûr, répliqua Muramasa. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il faudra que je fasse quelques expériences. Mais je peux affirmer avec certitude que cela ne prendra pas plus de 3 semaines. Environ 2, s'il n'y a pas de complications. Bien, dit James en se caressant le menton d'un air pensif. Bon, je pense que tu devrais commencer par ça. Je vais travailler avec ce que j'ai jusqu'à ce que ce soit terminé. En attendant, je vais chercher quelque chose que je pourrais utiliser pour la deuxième épée. D'accord, puisque je sais que tu es doué, je te facturerai la main-d'œuvre quand tu viendras la récupérer, dit Muramasa en souriant tout en ramassant les restes de la bête marine. Puis, se retournant, il murmura, j'ai vraiment hâte de travailler sur de nouveaux matériaux. Quelques instants plus tard, James et Muramasa décidèrent des spécifications de la nouvelle épée de James. Puis, James et Scatash décidèrent de retourner à l'hôtel. Après avoir salué Muramasa, ils quittèrent la boutique et commencèrent à marcher. Il apprécie vraiment l'art de la forge d'épée, dit Scatash en souriant. Sa passion pour son art est une source d'inspiration. Je suis d'accord, répondit James. C'est rare de voir quelqu'un consacrer autant de temps et d'efforts à quelque chose, même à des choses qu'il aime. En effet, répondit Scatash. Il reste encore une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Comment souhaites-tu les passer? James fut un peu surpris par ce changement brusque de sujet. Cependant, il n'avait rien de particulier à faire. Je ne sais pas trop, répondit James avec honnêteté. À part manger un truc de temps en temps, je n'ai rien de prévu. Alors, me permettrais-tu de t'aider à perfectionner tes techniques dans notre chambre d'hôtel, demanda Scatash avec un sourire séducteur. Pourquoi pas, James haussa les épaules. Cependant, l'étincelle de désir qui apparut après la suggestion de Scatash ne put être dissimulée. Je suis toujours prêt à améliorer mes techniques. Sur ce, James et Scatash retournèrent à l'hôtel en moins de temps qu'il ne leur en fallut pour aller à pied de l'hôtel au magasin. Pendant ce temps, dans l'une des boutiques de vêtements pour femmes du plus grand centre commercial clandestin, Seu Chulin était mécontent. Étant l'un des rares hommes présents, il ne se sentait pas à sa place. De plus, il avait répondu de mémoire depuis une 50aine de minutes à l'allure de différentes filles dans les vêtements qu'elles avaient choisis. Et il savait que ce n'était que le début. Je sais que ce n'est pas la faute de James, pensa Seu Chulin en regardant Tsubaki disparaître dans les vestiaires. Mais maintenant, je le déteste terriblement, pour une raison ou une autre. Chapitre 194, Danger à Kuo. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Le lendemain, les membres des péris de James, Ria et Sona se rendirent au lieu d'examen tôt le matin, accompagnés de leurs Groi et de Scatash. 10 jeunes diables choisis pour passer l'épreuve de promotion, James, Ria, Sona et Scatash passèrent les 3 heures de leur temps libre à faire du tourisme, principalement parce que Scatash n'avait jamais eu le temps de visiter les sites de Lilith. Alors qu'ils sentaient que l'examen touchait à sa fin, James et les filles retournèrent sur le lieu d'examen. Et comme ils l'avaient imaginé, ils trouvèrent les 10 candidates qui les attendaient devant le lieu d'examen. « Où étais-tu » demanda Mysore d'un ton grognon en attrapant James par le bras gauche. « Ça fait longtemps qu'on attend pour aller manger. » « Ne fais pas attention à lui, James, dit Moka avec un sourire en enlaçant l'autre bras de James. On est là que depuis 5 minutes. Oh, vraiment, dit James avec un sourire en regardant Mysore. En réponse à la question provocatrice de James, Mysore fit la moue et se détourna. Pourquoi tu gâches toujours mes blagues, Moka demanda Mysore, gardant une expression boudeuse. Parce que ta moue est mignonne, dit Moka en pinçant la joue de Mysore. Nous avons le même âge, arrête de me traiter comme si j'étais plus jeune que toi, rétorqua Mysore. Le 7 décembre, tu auras 16 ans et j'en aurai 17, dit Moka en souriant. On n'a donc plus le même âge. Arg, grogna Mysore. Parfois, je te déteste tellement. Alors que Moka continuait à se moquer sans relâche de Mysore, Ria et Sona s'approchèrent des membres de leur propre péri. Alors, comment c'était demanda Ria au groupe. Pas de problème, répondit Akeno. Koneko, Yuto et Gaspé ont répondu de la même manière. J'ai probablement réussi l'examen écrit, dit Issei d'un ton hésitant. Mais pourquoi les gens que nous avons dû combattre étaient-ils si faibles? Ne dis pas ça, Issei, répondit Ria avec un sourire. Tu as l'habitude d'affronter des adversaires plus forts. Mais n'oublions pas que ce n'est qu'un pas en avant par rapport à la classe moyenne. Je suppose que c'est logique, dit Issei en se grattant la nuque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la journée demanda Reya. Comment se fait-il que tu ne demandes pas à quoi ressemblait ta noblesse, Keshu demanda Issei avec curiosité. Bushu vient de nous demander pourquoi je m'inquiétais de ta mort, répondit Koneko en levant les yeux au ciel. Il n'y avait aucun doute que nous autres réussirions, espèce d'idiot pervers. Vraiment demanda Issei en tournant la tête vers Ria. Soupir. Koneko a raison, répondit Ria. Après tout, tes résultats scolaires ne sont pas excellents. Je savais déjà que j'étais plus bête que tout le monde, mais ça me fait toujours mal d'entendre quelqu'un dire ça, a déclaré Issei. Je le dis tout le temps, répondit Koneko sans détour. Moi aussi. Issei eut l'impression d'avoir été transpercé par une flèche après les commentaires de Koneko. Pendant ce temps, tout le monde riait de leur pitrerie.
Une fois les rires retombés, James prit la parole. Bref, je suis sûr que vous avez faim, dit James en emmenant Mysore et Mocha hors du lieu d'examen. On ira là où mes parents m'emmenaient à chaque fois que je passais un de ces examens. Cela dit, le groupe s'est rendu au restaurant où James et sa famille mangeaient après chaque examen de promotion de James et ont apprécié ce moment. Ensuite, les participants au test, qui n'avaient jamais eu le temps d'explorer la capitale, ont suivi leur Kings dans certains des lieux les plus intéressants de la ville. Pendant ce temps, les autres retournaient à l'hôtel pour se reposer. Monde humain, Japon, Kyoto. Tard dans l'après-midi du même jour, Mio et Maria rentraient chez elles avec Flora et Shuna après avoir passé du temps après l'école au Imema Club. C'est vrai, acquiesça Flora. Et quand ils reviendront, ils seront tous de la classe moyenne. Peut-être qu'ils sont tous de la classe moyenne, dit Mio en fronçant les sourcils. Je ne serais pas surprise que cet idiot pervers rate l'examen écrit. Flora, Shuna et Maria n'ont pas pu s'empêcher de rire lorsqu'elles ont entendu Mio frapper Issei. Tu sais, il n'est pas si méchant que ça, dit Flora. Enfin, c'est un pervers, certes, mais c'est quand même un type bien. Je sais, dit Mio en fronçant les sourcils. Je n'aime pas la façon dont il me regarde. C'est juste que... Mio commença à murmurer la dernière partie de la phrase. Ce faisant, son visage se mit à rougir. Oh, qu'est-ce que c'était demanda Maria avec un sourire en serrant Mio dans ses bras. On dirait que quelqu'un n'a pas peur de te regarder comme ça. Lâche-moi, Maria, hurla Mio en luttant pour se libérer de sa demi-sœur. Lâche-moi, ou je te tue 100 fois. Flora et Shuna ne purent que continuer à rire après avoir vu les pitreries des sœurs. Cependant, après quelques instants, elles se figèrent toutes les trois. Nous sommes à une barrière anti-reconnaissance, dit Shuna en fronçant les sourcils. Mais pourquoi demanda Flora. Ils viennent nous chercher, demanda Mio en déchaînant son pouvoir démoniaque. Si c'est le cas, ils vont avoir un réveil brutal, a déclaré Maria en se mettant en position de combat. Le silence régna sur le quatuor pendant quelques minutes. Finalement, 2 paires de pas se firent entendre devant eux. Au bout de quelques instants, leurs auteurs apparurent. Le premier, un homme grand, aux cheveux blancs, aux oreilles pointues et aux yeux violets, vêtu d'une veste rouge à épaulettes jaunes. Et la seconde, une belle femme grande, à la peau bronzée, aux cheveux blancs, aux yeux vert dorés, à la silhouette élancée mais voluptueuse, avec une queue de lapin et des cornes en forme d'oreille. Elle portait une robe noire moulante et ouverte sur le devant, dévoilant une grande partie de sa poitrine et de son décolleté, ainsi qu'une bonne partie de son ventre, des épaulettes noires ornées de détails dorés, des bas blancs, également ornés de détails dorés, une jupe noire et des bottes qui lui arrivaient juste au-dessus des genoux. Elle suivait de près l'homme qu'elle accompagnait, telle une servante. Je vous ai enfin trouvé, les filles de Wilber, dit l'homme avec un sourire lascif sur son visage. Zoljar, grogna Maria, la haine dans la voix. Zoljar, demanda Mio avec curiosité, la haine perçant également dans son ton. C'est lui qui a tué ma famille? Si tu parles de ces misérables humains qui t'ont élevé, ma chère, dit Zoljar en se léchant les lèvres après avoir vu la haine affichée par les 2 filles. Alors oui, ce serait moi. Après avoir entendu Zoljar avouer ce qu'il avait fait, l'attraction gravitationnelle de la zone monta en flèche. Mio, sans hésiter, lança alors autant de sorts qu'elle put sur Zoljar. Cependant, avant qu'il ne puisse l'atteindre, la femme qui se tenait derrière Zoljar un instant plus tôt apparut devant lui et annula les sorts lancés par Mio. Ah! Qu'est-ce que toi, un être de niveau intermédiaire, tu espérais pouvoir me faire, demanda Zoljar avec dédain. Au lieu de me combattre, tu aurais dû me suivre dès le début. J'avais hâte de te tester depuis un moment. Une fois de plus, Zoljar se lécha les lèvres. Au même moment, la haine entre Mio et Maria grandissait. Enlèverais-tu vraiment un membre de la noblesse de Ria Gremory, demanda Flora. Es-tu si sûre de toi que de te cacher de la maison Gremory? Finalement, en regardant les 2 autres filles marcher avec Mio et Maria, les yeux de Zoljar s'illuminèrent à la vue de Flora et Shuna. L'enthousiasme, j'ai décidé, dit Zoljar, ignorant la question de Flora. Emmène-nous tous les 4 avec nous. Flora et Shuna étaient sous le choc. Au même moment, la haine de Mio et Maria ne cessait de grandir. Ce type est fou, demanda Flora. Il semble penser plus avec sa tête entre ses jambes qu'avec celle sur ses épaules, dit Shuna avec une expression dégoûtée. Compris, maître, répondit Zest, la femme bronzée. Un instant plus tard, Zest, à toute vitesse, apparut derrière Mio, la main levée. Alors qu'elle s'apprêtait à la frapper, Flora s'interposa et bloqua le coup qui visait l'arrière de la tête de Mio. Sous le coup, Flora pivota et projeta Zest par-dessus son épaule avec suffisamment de force pour briser le trottoir. Dès que le dos de Zest toucha le sol, Maria bondit en l'air, le poing droit en arrière. Au même moment, Mio augmenta la gravité autour d'elle, la faisant tomber avec une force accrue. Lorsque le poing de Maria frappa Zest, le trottoir fissuré se transforma en cratère, tandis que Zest s'effondrait. Cependant, Zest ne subit aucun dégât du poing de Maria. Au lieu de le frapper au corps, Zest encaissa le coup d'une seule main. Et malheureusement pour Maria, elle n'avait aucune intention d'abandonner pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Lâche-moi, hurla Maria en luttant pour libérer sa main de l'emprise de Zest. Dépêche-toi, esclave inutile, cria Zoljar, là où il se tenait depuis le début. Je n'ai pas toute la journée à perdre à te regarder jouer. Oui, maître, répondit Zest en levant une fois de plus la main pour tenter d'assommer l'une des filles. Et comme la dernière fois, Flora se précipita pour stopper l'attaque.
Cependant, contrairement à la fois précédente, dès que Flora fut interceptée, l'autre main de Zest se tendit et lui saisit le cou. Surprise par la rapidité avec laquelle les choses avaient changé, Flora commença à frapper tous les coups possibles et imaginables pour se libérer de l'emprise de Zest. Malheureusement, rien de ce qu'elle fit ne fonctionna. Pourtant, soudain, Est lâcha prise et disparut de son perchoir, s'écroulant au sol. Un instant plus tard, Maria était à ses côtés pour l'aider à se relever. « Comment oses-tu, espèce de pute » cria Zoljar au loin. « Que pensez-vous qu'il se soit passé » demanda Maria tandis qu'elle et Flora sortaient du cratère. « Je ne sais pas, mais j'ai de la chance qu'il se soit passé quelque chose » dit Flora d'un ton fatigué. Quelques instants plus tôt, alors que Zest était sur le point de neutraliser Flora, Shuna lança une salve de boules de feu rouge sang sur Zoljar. Heureusement, Zoljar ne lui prêtait pas attention, n'ayant encore rien fait pendant le combat. Il supposait qu'elle n'était pas combattante et qu'elle resterait sur le côté, une cible facile. Oh, comme il avait tort. Pris au dépourvu, il sentit la chaleur des boules de feu sur sa peau lorsqu'il comprit que l'attaque se dirigeait vers lui. Heureusement pour lui, Est surveillait tout le champ de bataille. Juste avant que l'attaque n'atteigne son but, Est apparut devant Zoljar et dévia ou détruisit toutes les boules de feu. « Comment oses-tu, espèce de salope » hurla Zoljar en réalisant qu'il était en sécurité. Puis il frappa Est à la tête de toutes ses forces avant de lui parler d'un ton irrité. « Et qu'est-ce que tu faisais ? Tu es inutile. Je n'arrive pas à croire que tu aies failli me faire mal. » « Mes excuses, maître, » dit Est en baissant la tête. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, hurla Zoljar. Va montrer à cette garce où elle est. Apprends-lui comment une bonne esclave doit se comporter. » Oui, maître, répondit Est avant de disparaître. L'instant d'après, Shuna s'est envolée de l'endroit où elle crachait une gorgée de sang tandis que son corps volait dans les airs. Shuna sans paix, cria Mio, avant d'être à son tour frappée par Zest. Cependant, contrairement à Shuna, Mio perdit immédiatement connaissance et s'écroula à terre, là où elle se trouvait. Est tourna alors son regard vers Flora et Maria. Et, de nouveau, comme un flou, elle apparut devant les deux dernières filles debout. Puis, d'un coup de poing dans l'abdomen, elles furent projetées au sol. Une fois remise sur pied, Shuna réalisa que tous ses camarades avaient été vaincus par Zest. Et maintenant, blessée et en infériorité numérique, elle était la seule encore consciente. Consciente de cela, elle ne put que regarder Zoljar, l'air furieux et sadique, s'avancer lentement vers elle. « Ah ah !» Zoljar rit bruyamment en s'approchant de Shuna. « Tu oses m'attaquer ? M'attaquer ? Oh, je serais ravi de t'entraîner à devenir un esclave obéissant. » Dès que Zoljar eut fini de parler, il tendit la main vers Shuna. La regardant avec des yeux remplis de désir, il approcha lentement la main pour toucher son visage. Cependant, le regard ferme, Shuna regarda Zoljar droit dans les yeux, visiblement incapable de céder à la peur. « Je n'aime pas la façon dont tu me regardes, » dit Zoljar en fronçant les sourcils. « Peut-être que si je t'arrache un œil, ce regard changera. » Et comme il l'avait dit, Zoljar commença à tendre la main vers l'œil gauche de Shuna. Pourtant, Shuna ne montrait aucun signe de peur. Pourquoi ? Parce qu'il sentait les renforts arriver. Et il était agacé. Juste avant que Zoljar puisse placer le bout de ses doigts sur la peau de Shuna, sa main s'arrêta. Fissure. Gars. Zoljar s'arrêta alors que les os de son poignet se brisaient. Tu as fait une énorme erreur en attaquant mon peuple, a déclaré James après avoir couru ici depuis les enfers. Heureusement, après les deux tentatives d'enlèvement de Yasaka et Kunu, James et Skatash développèrent une méthode pour alerter les deux hommes lorsqu'une personne qui leur était chère se trouvait dans une situation anormale. Skatash marqua chacun d'eux la noblesse de James, celle de Ria, celle de Sona, Yasaka, Kunu, ses parents, ceux de Ria, ceux de Sona et Milika d'une phrase runique qui surveillait en permanence l'état de l'énergie du transporteur à proximité. Ainsi, lorsque le niveau d'énergie augmentait, quelle qu'en soit la raison, James et Skatash étaient alertés de la position du transporteur. À cause de ces phrases runiques, James laissa tomber les couverts qu'il utilisait pour dîner avec le groupe dans les enfers. Puis, sans un mot, il créa un cercle magique et se téléporta dans le monde des humains. Malheureusement, il ne put se téléporter directement jusqu'à la barrière érigée par Zoljar. Il retourna donc chez lui et courut de toutes ses forces vers l'endroit où ses sens étaient perturbés. « Mais qui es-tu » hurla Zoljar avec colère. « Zest, tu ce sale gosse !» Avant que Zoljar puisse donner son ordre, Est chargeait déjà James, prêt à lui asséner un coup de poing à l'arrière de la tête. Cependant, James se tourna simplement sur le côté et attrapa son poing sans difficulté. « Le meilleur classement final, hein » demanda James d'un ton impassible. « Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde a été éliminé si facilement. » Puis, sans changer d'expression, James jeta Est au sol. Après cela, il lui marcha sur le sternum, la rendant inconsciente. Naturellement, Zoljar était terrifié après avoir vu Est vaincu si facilement. « Je dois dire que tu as beaucoup de chance, mec, » dit James en reportant son attention sur Zoljar. « J'ai vraiment envie de te torturer, là. Mais j'ai besoin que ces filles soient soignées. Alors tu mourras vite. Non, s'il te plaît, ne. Sifflez. Cliquez. » Plus vite que quiconque ne pouvait le suivre, James dégaina l'épée Mangetsu no Shita, décapita Zoljar et rengaina la sienne. Puis, il lâcha le bras de Zoljar et courut voir Shuna. Chapitre 195, les nouveaux démons de la classe moyenne et la perte du respect.
Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Quelques heures s'étaient écoulées depuis le départ de James pendant le dîner. Bien que Ria, Sona et les autres s'inquiétèrent de ce qui s'était passé, aucun d'eux ne ressentit le besoin de le suivre. James étant un dieu mineur, il savait que s'ils ne parvenaient pas à résoudre le problème, aucun d'eux ne leur serait d'aucune aide. Assis dans le salon de la suite partagé par James, Skatash, Mizor et Moka, le reste du groupe se rassembla et discuta de l'examen pour oublier ce qui avait pu se passer dans le monde des humains. Issei posa principalement des questions sur l'épreuve écrite dont il n'était pas sûr, et les autres participants donnèrent leur avis. On dirait que j'ai de bonnes chances de réussir, dit Issei d'un air soulagé. C'est bon d'entendre ça, Issei, dit Ria. J'aurais détesté que ce soit toi qui échoue. Je m'inquiète pour un test aussi facile, dit Koneko en grignotant un Anka qu'elle avait pris dans ses bagages avant d'entrer dans sa chambre. Quel idiot pervers. Koneko-chan, quand vas-tu arrêter de m'appeler comme ça, demanda Issei. Quand ce ne sera plus vrai, dit Koneko, l'air inchangé. Alors probablement jamais? Koneko-chan, tu es si cruel, dit Issei d'un ton visiblement triste. Tandis que le groupe continuait de discuter et de plaisanter, le cercle de téléportation de James apparut près de l'entrée de la suite. Un instant plus tard, James se tenait à l'endroit où se trouvait le cercle. Voyant tout le monde présent, il sourit. Puis, il se dirigea vers le groupe. À son arrivée, il prit Akeno, assise seule sur une chaise, et s'assit à sa place. Puis il la fit asseoir sur ses genoux. Naturellement, Akeno affichait un large sourire, tandis que les autres filles, Ria, Sona et Koneko, la regardaient avec envie. Alors, que s'est-il passé à Kuo, demanda Sona, la première à reprendre ses esprits, en ajustant ses lunettes. Un certain Zoljar, apparemment celui qui a tué la famille adoptive de Wilbert et Mio, est venu kidnapper Mio et Maria, répondit James. Après avoir vu Flora et Shuna, il a voulu les kidnapper aussi. James a ensuite expliqué ce qu'il savait et la rencontre qu'il a eue après avoir eu affaire à Zoljar. Flashback. Monde humain, Japon, Kuo. Shuna, ça va, demanda James après avoir rengainé son épée et laissé tomber Zoljar décapité au sol. Je vais bien, dit Shuna, peinant à parler à cause de la douleur causée par l'attaque de Zest. Je suis content de l'entendre, dit James d'un ton soulagé. Puis il reporta son attention sur Zest, allongée non loin de là, inconsciente. Je pense que tu devrais t'occuper d'elle aussi. Pourquoi ne me la laisses-tu pas, s'exclama une voix féminine inconnue depuis le bord de la barrière de reconnaissance. En entendant la nouvelle voix, James tourna calmement la tête vers la source. Cependant, lorsqu'il vit qui parlait, ses yeux s'écarquillèrent. Une belle femme s'avançait gracieusement vers lui, aux cheveux argentés attachés en deux queues de cheval par des rubans noirs, aux yeux violets, au visage presque identique à celui de Maria, avec des cornes et des oreilles pointues. Elle portait sur son corps élancé une robe de dentelle blanche et un collier ras de cou autour du cou. Alors, comme on le soupçonnait, tu étais bel et bien en vie, dit James en souriant. Je suis sûr que Maria sera aux anges. Oh, n'êtes-vous pas un gentil jeune homme, répondit la femme en souriant. Eh bien, je suis sûr que vous le savez déjà, mais laissez-moi quand même me présenter. Je suis Sheila, la mère de Maria. Et moi, James Alavru, sa fiancée du roi, Ria Gremory, répondit James avec un sourire. Elle a donc obtenu un titre de noblesse. Et, cerise sur le gâteau, le titre de noblesse de son cousin, dit Sheila en souriant. Au moins, elle peut désormais faire partie de la famille qu'elle aurait dû connaître toute sa vie. Alors, mademoiselle Sheila, qu'est-ce qui vous amène ici? Ça fait plus d'1 an que vous avez disparu, demanda James avec curiosité. Tandis que James parlait, Sheila s'approcha. Finalement, elle s'arrêta près de Maria et commença à lui caresser doucement le visage. Je suis désolée que tu aies eu à souffrir, dit Sheila avec un sourire affectueux. Mais je suis contente que tu aies trouvé un endroit où tu peux te sentir en sécurité, avec des gens qui se soucient vraiment de toi. Ensuite, il est parti avec Mio. Et Mio, je sais que Wilbert ne voulait pas que tu vives une telle vie, dit Sheila. Tout ce qu'il voulait, c'était que tu grandisses en sécurité. Voyant Sheila manifester tant d'affection envers Mio et Maria, James décida de ne pas l'interrompre. Puis, lorsque Sheila eut terminé, il reporta son attention sur James. Même si je suis plus forte que Zoljar, je savais que je n'étais pas à la hauteur de Zest au combat, dit Sheila en souriant. J'ai donc utilisé mes talents de succube pour rester caché dans le subconscient de Zoljar, au royaume onirique, en quête d'une occasion de vengeance. Je suppose que c'est Zest, cette femme, non, dit James en tournant son regard vers Zest, inconsciente, à ses pieds. C'est vrai, répondit Sheila d'un ton enjoué. Elle a traversé une période très difficile depuis sa création. Je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez qu'elle ne mérite vraiment pas de mourir. Soupir. Si tu le dis, répondit James. Elle devrait s'estimer heureuse que tu sois arrivé à ce moment-là, répondit James d'un ton fatigué. Bref, si tu veux l'emmener, vas-y. J'ai besoin que les filles soient soignées. D'accord, dit Sheila d'un ton sec. Puis elle alla rejoindre Zest. J'y vais, alors, je dois rééduquer celle-là. Quand elle se réveillera, dis bonjour à Maria de ma part et que je la reverrai bientôt. Bien sûr, répondit James avec un sourire. Prenez soin de vous, mademoiselle Sheila. Oh, s'il te plaît, appelle-moi Sheila, dit Sheila en souriant.
Oh, et quand elle se réveillera, demande à Maria ce qu'il en est du contrat de maître-serviteur du clan des succubes. Bien sûr, répondit James, un peu incertain quant à un contrat de maître à serviteur. Eh bien, si tu veux bien m'excuser, dit Sheila avec courtoisie. J'ai hâte de nous revoir, petit James. Puis, un instant plus tard, Sheila et Zest ont tout simplement disparu. Fin du flashback. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Après cela, j'ai appelé Asia et les nobles filles de Sona pour qu'elles m'aident à prodiguer les premiers soins et à réparer les dégâts dans la zone, dit James, concluant son récit. Puis nous avons ramené les autres filles chez elles. Je vois. Au moins, tout le monde va bien, répondit Sona. Mais qu'est-ce que c'est que ce contrat de maître-serviteur du clan des succubes? Aucune idée. James haussa les épaules. Mais j'imagine que c'est pour ça que ce salaud de Zoljar voulait kidnapper Maria. C'est probablement vrai, dit Ria. Il a eu de la chance que tu le tues. Si j'avais réussi à mettre la main sur lui, il aurait regretté le jour où il a envisagé de s'en prendre à mes magnifiques serviteurs. Tu sais, maintenant que j'y pense, je ne crois pas que tu m'aies jamais appelé ton adorable serviteur, Buchou, dit Issei, brisant l'atmosphère. C'est parce qu'il n'y a pas de mot plus éloigné de ton état d'être que le mot mignon, répondit immédiatement Koneko. Alors, Issei et Koneko ont continué à se disputer tandis que tout le monde leur souriait. Bref, il faudra attendre pour parler à Maria, dit James. Mais à en juger par l'expression de Sheila quand tu en as parlé, on dirait que ça pourrait être une bénédiction pour nous. Ria et Sona hochèrent la tête. Puis, elles regardèrent toutes deux Akeno, qui semblait heureuse. Tu ne crois pas qu'il est temps de se lever, Akeno, demanda Ria en croisant les bras. Non, répondit simplement Akeno. Eh bien, je le fais, répondit Ria. Ria s'approcha alors de la chaise où James et Akeno étaient assis et tenta de la faire descendre des genoux de James. Akeno, bien sûr, refusa de céder sa place sans se battre. Finalement, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, Ria et Akeno entamèrent une de leurs mini-batailles. Soupir. Je me demande si ces filles grandiront, dit Sona, après avoir silencieusement pris place sur le siège qu'Akeno avait dû quitter pendant qu'elle combattait Ria. Tu es devenu assez rusé ces derniers temps, sautant, murmura James à l'oreille de Sona en la serrant dans ses bras. Après tout, la stratégie et la tactique sont plus importantes que la force brute, répondit Sona avec un sourire. Le reste de la nuit se déroula ainsi. Finalement, chacun retourna dans sa suite, sauf Sona, qui décida de passer la nuit seule avec James. Le lendemain, chacun eut le temps de faire ce qu'il voulait, faire du shopping, visiter la ville, se détendre ou goûter à la cuisine. Ainsi, une autre journée s'écoula. Le lendemain, les résultats de l'examen de promotion seraient annoncés devant la salle d'examen. Puis, comme James l'avait fait plusieurs années auparavant, le groupe retourna sur les lieux. À leur arrivée, ils eurent du mal à s'approcher suffisamment pour lire les panneaux où étaient affichés les résultats. Au bout de quelques minutes, la confirmation de la réussite du test fut confirmée, et ils quittèrent la foule. Félicitations pour vos promotions, dit Azazel une fois sorti de la foule. Pour fêter ça, je vous offre un repas. Je me demandais quand tu allais te montrer, Azazel, dit Skatash, les yeux plissés. Je n'aime pas la sensation d'être suivi. Azazel sentit une sueur froide lui perler dans le dos sous le regard de Skatash. En fait, pour une fois, il n'avait aucune intention craintive en suivant un groupe composé principalement de femmes. Malheureusement, en raison de son passé, il craignit véritablement pour sa vie après avoir regardé Skatash dans les yeux. Je suis désolé, Skatash, balbutia Azazel. Je voulais juste être le premier à féliciter mes élèves. Pour ton bien, j'espère que c'est vrai, répondit Skatash. Calmez-vous, maître, répondit James. Je suis sûr qu'Azazel Sensei dit la vérité. Tandis que James parlait, plusieurs de ses lames en forme de pétales jaillirent des ourlets et des poignets des vêtements d'Azazel. James dégaina alors légèrement Oshiru Sakura et les quelques lames en forme de pétales fusionnèrent avec la lame de l'épée. Sinon, tu aurais de nouveaux trous dans ton corps, répondit James avec un sourire diabolique. Quand est-ce qu'il, demanda Azazel tandis que la sueur froide qui se formait dans son dos commençait à couler comme une rivière. On dirait que tu maîtrises mieux les capacités de ta lignée, dit Skatash. Ce Skatash est impressionné. Merci, maître, répondit James avec un sourire. Bref, mangeons quelque chose de délicieux d'Azazel Sensei. Oui. Le reste du groupe applaudit en rentrant à l'hôtel, choisissant de manger au restaurant de l'hôtel. Ces satanés gamins, murmura Azazel en marchant. Ils essaient de me ruiner? Bien qu'il l'ait entendu, personne n'a prêté attention à Azazel. En réalité, les filles n'appréciaient pas son silence. Elles en ont donc discuté et ont décidé qu'il devait être puni pour ses erreurs. Naturellement, les garçons ont choisi de garder le silence. Ils n'avaient aucune raison de sauver Azazel de son sort, car il était plutôt effrayant. De plus, ils n'avaient pas besoin de se mettre les filles à dos pour le garçon. Finalement, le groupe arriva au restaurant de l'hôtel. Après s'être assis, Ophi apparut soudain sur une chaise vide. Ophi, pourquoi es-tu ici? Demanda Azazel avec appréhension. J'ai faim, répondit Ophi simplement, sans changer d'expression. Après avoir entendu cela, ils passèrent rapidement commande. Puis, en attendant leur livraison, ils ressentirent une sensation familière. Sérieusement,
comment ces fils de pute ont-ils pu entrer aux enfers sans alerter personne, demanda James, exaspéré. Je pense que la vieille faction Satan les a fait entrer clandestinement, dit Azazel en prenant calmement une gorgée de sa boisson. PFF. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de ces vieux salauds, répondit James. Puis il regarda une table censée être vide. Qu'en penses-tu, Cao Cao? En fait, je suis d'accord avec toi, dit Cao Cao en souriant. Je n'aime pas non plus ces démons arrogants. Bon à savoir, répondit James. Jolie pièce, au fait. Pas mal comme accessoire de mode. Cao Cao sentit son sourire commencer à se fissurer. Cependant, il réussit à garder son calme. Puis il reporta son attention sur Ophi. Ophi, pourquoi, toi, le chef de la brigade du chaos, t'associes-tu à l'ennemi, demanda Cao Cao. Parce que je peux, dit Ophi, une fois de plus sans changer d'expression. Oh, arrête de chercher à justifier tes actes, Cao Cao, l'interrompit James. À ce stade, tu insultes notre intelligence. Il est évident pour tous ceux présents, sauf Ophi, que tu comptais te retourner contre elle à un moment ou à un autre. Soupir, tu m'as eu, dit Cao Cao en gardant son sourire. Mais je suis surpris que tu sois venu ici sans ta nounou, dit James après avoir scruté les environs avec sa perception de l'âme et sa vision. Eh bien, avec ça, je pense que tu verras que je suis beaucoup plus fort maintenant, dit Cao Cao en retirant son cache-œil. L'œil de Méduse, demanda Azazel, choqué. C'est exact, dit Cao Cao. Cependant, il fut interrompu avant de pouvoir continuer. Une brume violette enveloppa Cao Cao, puis il apparut à une autre table, assis sur une chaise. Cependant, il demeura étrangement silencieux. Pendant ce temps, James se tenait derrière Cao Cao, remettant son épée dans son fourreau. Tu sais, je respectais ton ambition d'élever ton espèce parmi les êtres surnaturels, dit James sans regarder Cao Cao. Mais je pensais que tu Y étais complètement trompé. Je pensais que l'objectif était assez noble. Mais maintenant que tu as commencé à intégrer des éléments d'êtres surnaturels en toi, tu as perdu le peu de respect que j'avais pour toi. Cliquez. Bruit sourd. Juste après que le bruit de l'épée de James heurtant son fourreau ait été entendu, la tête de Cao Cao s'est détachée de son cou et est tombée au sol. Chapitre 196, Samael le mangeur de dragons. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Après que la tête de Cao Cao eut heurté le sol, le silence se fit un instant dans la pièce. Le premier à se ressaisir fut cependant Azazel. Dans un éclair, il apparut à côté du corps de Cao Cao, toujours posé sur l'une des tables vides, et y plongea la main pour en extraire le vrai longinu. Ah, Michael m'en doit une pour ça, s'exclama Azazel après avoir sécurisé la lance. Un instant plus tard, il sortit un appareil de l'une de ses poches et scella le vrai longinu. Au même moment, Georg apparut à côté du cadavre de Cao Cao, l'incrédulité lisant son visage. Je savais que laisser ça à un humain était une mauvaise idée, dit une voix masculine inconnue. Heureusement qu'ils n'ont pas tué le seul humain sur cet avion qui compte vraiment. Vêtu d'une armure noire et d'une cape, un beau jeune homme aux cheveux bruns qui lui arrivait aux hanches et à la frange qui couvrait son œil droit entra dans le restaurant. Shalba Belzébuth, dit Azazel après que l'homme aux cheveux bruns fut entré dans le restaurant. Je me demandais quand tu arriverais. Kateria et Creuseret ont déjà péri. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu les rejoignes dans l'au-delà? Ne me mélange pas avec ces faibles, gouverneur général des corbeaux, dit l'homme aux cheveux bruns, Shalba, sans même regarder Azazel. Tu pleureras plus tard, humain. Le plan n'a pas encore échoué. Sortant de sa stupeur aux paroles de Shalba, Georg tourna son regard furieux vers James et son groupe. Tu vas payer pour ce que tu as fait, dit Georg avec colère. Tu ne vivras pas assez longtemps pour ça, dit James en apparaissant à côté de Georg, l'épée lui transperçant la poitrine et dépassant de son dos. Georg se figea aussitôt. Puis, avec difficulté, il pencha la tête en avant et regarda l'épée qui l'empalait. C'est trop tard, dit doucement Georg avant que la lumière dans ses yeux ne s'éteigne. Et comme il l'avait dit, un cercle magique dégageant une aura sinistre apparut devant le reste du groupe. Puis, une silhouette, enchaînée de noir et clouée sur une croix, surgit du sol, là où se trouvait le cercle magique. Comment diable est-il ici, s'exclama Azazel après avoir aperçu l'étrange créature. Sur la croix se trouvait une créature dont le haut du corps ressemblait à celui d'un ange déchu et le bas à celui d'un dragon oriental. Des clous portant d'anciennes inscriptions runiques étaient enfoncés dans ses bras, sa queue et ses ailes. Elle était également entourée de chaînes et d'autres dispositifs de contention. Un bandage lui était posé sur les yeux, tandis que des larmes de sang coulaient sous elle. Qu'est-ce que c'est que ce truc, demanda Sona, la peur perçant sa voix. Samael, le dévoreur de dragons, dit solennellement Azazel. Mais il devrait être enfermé dans le cocyte. Maudit squelette. Son nom est écrit dessus. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi et tes conjectures, Azazel, dit Shalba avec un ricanement. Je suis ici pour une seule raison. Puis Shalba pointa Ophi du doigt. Samael poussa alors le cri le plus terrifiant jamais entendu. Puis, elle tira la langue vers Ophi, qui semblait totalement indifférent et resta immobile face à l'attaque de Samael. Tu es stupide, hurla James en s'approchant d'Ophi, en passant un bras autour d'elle, et en s'éloignant de l'attaque de Samael. Voyant James agir ainsi, Shalba serra les dents. Au même moment, Azazel soupira de soulagement. Pendant ce temps, dans les bras de James, Ophi le regardait avec confusion.
James, lui, faisait constamment des flash steps pour éviter d'être rattrapé par Samael. Ophi, je sais que tu es fort, dit James après avoir perçu le regard confus d'Ophi. Mais cette chose s'appelle littéralement dévoreur de dragons, tu sais? Bon sang, hurla Shalba. On ne peut pas continuer comme ça très longtemps. Il sera bientôt enfermé à nouveau dans le cocyte. Cet échec inutile. Burke. Alors qu'il se plaignait de l'incapacité de Samael à capturer ou à tuer Ophi, Shalba n'a pas remarqué la menace sous la forme de Skatash, qu'il a empalé à travers la poitrine avec sa lance. Ignorer cela, Skatash, était une grave erreur, descendant de Belzébuth, dit calmement Skatash en retirant la lance de la poitrine de Shalba. Comment est-ce possible, commença à se demander Shalba avant de tomber au sol et de fermer les yeux. Après avoir vaincu Shalba, James, tenant Ophi, continua d'esquiver les attaques de Samael pendant environ 2 minutes, puis le cercle magique qu'il avait invoqué au restaurant se dissipa et il disparut dans le sol. Au même moment, Azazel s'employa à protéger Dimension perdue du cadavre de Georg. Après avoir récupéré 2 des 4 premiers Longinus, Michael me devra beaucoup, dit Azazel avec un sourire. Et je suppose que tu comptes prendre tout le crédit pour sa défaite, dit James, debout à côté d'Azazel. J'attendrai mieux du gouverneur général de Grigori, dit Skatash, alors qu'elle apparaissait elle aussi à côté d'Azazel. Ah. Bien sûr que non, dit Azazel avec un sourire forcé. Naturellement, tout le mérite reviendra à qui il revient. En entendant cela, James et Skatash hochèrent la tête, satisfaits. James reporta alors son attention sur Ophi, qui s'accrochait à lui sans vouloir le lâcher. Elle aussi affichait une expression confuse. Enfin, pas sur son visage, mais avec une lueur confuse dans les yeux. Son visage était toujours aussi impassible. Soupir. Mais tu ne serais probablement pas mort, dit James en reposant Ophi au sol. Mais on ne sait pas ce que la malédiction de Samael t'aurait fait. Puisqu'elle est née de la haine de Big G pour les dragons et les serpents. Bien que James ne soit pas sûr qu'elle comprenne vraiment ou qu'elle s'en soucie, Ophi était d'accord avec les paroles de James. Tu es étonnamment bien informé sur la malédiction de Samael, dit Azazel. Tu ne me sembles pas du genre studieux. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, Azazel, dit James. Tu ne frappes personne non plus, comme le chercheur. Touche, répondit Azazel avec un sourire. Mais pourquoi connais-tu si bien Samael? Après le réveil de Dreg, notre première vraie conversation, commença James. Puis il regarda Skatash. Bref, notre première vraie conversation, à part penser nos blessures après que Maître nous ait fait vivre l'enfer. Dreg m'a dit qu'un jour j'obtiendrais un aspect de dragon, ce qui me rendrait susceptible de tuer des dragons et autres créatures du même genre. Skatash sourit légèrement à ce que James avait dit à propos de son entraînement il y a plusieurs années, tandis qu'Azazel écoutait attentivement. Je vois. Azazel hocha la tête. Alors, tu as enquêté sur tout ce qui risquait de te tuer facilement, hein? C'est vrai, répondit James. Attends, cria Issei, interrompant la conversation entre James et Azazel. Est-ce que ça veut dire que les armes du tueur de dragons sont mortelles pour moi aussi? Bien sûr que tu es un idiot, dit Skiadrom sèchement. Je t'ai déjà tout expliqué. Il n'écoutait probablement pas, dit Issei en se grattant la tête, gêné. Soupir. Puis-je changer de partenaire, demanda Skiadrom. Catgirl aurait été un bien meilleur choix. Aussi amusant qu'écouter Skiadrom attaquer Issei, dit Akeno en regardant par la fenêtre du restaurant de l'hôtel. La dimension temporelle créée par une dimension perdue ne devrait-elle pas disparaître à la mort de l'utilisateur? En entendant cela, tout le monde se figea un instant. Puis, Azazel regarda à son tour par la fenêtre. Merde, grommela Azazel. On dirait qu'ils ont créé une encre pour cette petite dimension. 4, pour être précis. Excellent, répondit James. Mais pourquoi nous enfermerait-il ici, demanda Arya. Ils attaquent probablement la capitale, répondit Sona. Il faut donc qu'on sorte d'ici vite, n'est-ce pas, demanda Issei. Yes a raison, répondit James. Puis il commença à donner des ordres. Kitty Cat, j'ai besoin que tu utilises ton sanjutsu pour essayer de trouver ces encres. Sans hésiter, Koneko hocha la tête. Puis, elle ferma les yeux et commença à observer son environnement. Au même moment, James regardait les autres. Maître et moi formerons un groupe, dit James. Azazel, j'ai besoin que tu ailles avec Sona, Tsubaki et Reya. Riri, prends ton noble avec toi. Lancé, tu dirigeras Mizor et Moka. Ce sont ces groupes qui élimineront les 4 encres. C'est bien compris? Pourquoi ce gamin donne-t-il des ordres, grommela Azazel, même si personne n'y prêtait attention. Cependant, avant que James puisse continuer, on lui arracha sa chemise. Lorsqu'il vérifia de qui il s'agissait, il fut surpris de voir qu'il s'agissait d'Ophi. Son regard posait la question, et moi? James ne put que sourire ironiquement. Il la ramassa et la mit sur son dos, comme si elle était sur son dos. Tiens bon et profite du voyage, répondit James à la question dans les yeux d'Ophi. En réponse, Ophi hocha simplement la tête et entoura le cou et le torse de James de ses bras et de ses jambes. Puis, juste après que James eut placé Ophi sur son dos, Koneko ouvrit les yeux. Il y en a un sur le toit, un dans le parking souterrain, un sur la place à l'extérieur de l'entrée principale et un dans le parking à l'extérieur de l'entrée arrière, a rapporté Koneko. Comment sont répartis les ennemis, demanda Skatash.
Il y a plus de concentration autour de l'ancre à l'arrière, répondit Koneko. Le reste semble être uniformément protégé. Bien joué, mon chat, dit James en caressant la tête de Koneko. Alors, maître et moi, on s'occupera de celui-là, là-bas. Je savais que tu allais dire ça, dit Rhea avec un sourire ironique. Mais c'est probablement la meilleure option. Sona et Azazel hochèrent la tête en réponse. Quoi qu'il en soit, lancez, emmène Mizor et Moka sur le toit, dit James. Compris. Chulin hocha la tête. Azazel, toi et la noblesse de Citri devriez vous diriger vers le parking, continua James. Ça me va. Azazel haussa les épaules. Et toi, Sonia? Je ne vois pas de problème non plus, répondit Sona en ajustant ses lunettes. Et enfin, Rhea, dit James en tournant son attention vers Rhea et sa Peri. Conduisez votre Peri jusqu'à l'entrée principale. Ça ira, répondit Rhea. Bon, allons-y. Rhea s'enfuit donc avec sa Peri à la remorque. Elle est excitée, n'est-ce pas? Demanda James en souriant. Bon, on ne peut pas rester là, n'est-ce pas? Dit Azazel en se dirigeant vers la sortie du restaurant. Il a raison, dit Sona en marchant à son tour. Allons-y, Tsubaki et Rhea. Naturellement, Tsubaki, qui avait invoqué sa Naginata, et Rhea la suivirent le roi. Chulin, Mizor et Moka quittèrent également le restaurant. Pas avant que Mizor et Moka n'embrassent James. Nous sommes les seuls survivants, dit James en croisant le regard de Skatash. On devrait? James fit signe à Skatash de prendre les devants pendant qu'il parlait. Tu te rends compte que le concept de « les femmes d'abord » est inutile sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Demanda Skatash avec un petit sourire. Oui, mais je sais que si j'essayais d'y aller avant toi, je m'entraînerais comme un fou pendant un moment, répondit James avec un sourire. Au moins, tu apprends vite, répondit Skatash. Skatash sortit alors du restaurant en courant. James secoua la tête avec un sourire ironique tout en observant discrètement les cadavres éparpillés un peu partout. Puis il disparut. Après que tout le monde, sauf les prétendus cadavres, eut quitté le restaurant, l'un d'eux, Shalba, se mit à trembler. PFF. Me mettre en état de mort était une bonne idée, dit Shalba en se retournant. Je vais faire payer cette garce pour ce qu'elle m'a fait. Tandis que Shalba parlait, il fouilla prudemment dans une petite poche dimensionnelle qu'il avait créée. Lorsqu'il retira sa main, il tenait une flèche tachée d'une substance noire. Elle n'est peut-être pas un dragon, mais le poison de Samael la fera quand même souffrir, dit Shalba en regardant la flèche dans sa main. Sifflez. Mais l'instant d'après, la tête de Shalba s'éloigna de son corps. James apparut alors à côté de son cadavre et regarda la flèche. C'est un poison vraiment dégoûtant, le simple fait d'être à proximité me met mal à l'aise, dit James. Puis, comme Shalba, il créa une petite poche et rangea la flèche sans la toucher directement. Mon Meru, Treyastrimsa. Populaire. Au même moment, un homme grand aux cheveux courts brun vert et aux yeux lilas, portant une chemise à l'oie, un short ample et un bijou autour du cou, frappa du poing le bras du trône. Vous me dites qu'il a tué Kao même après avoir su qu'il avait mon soutien? Demanda le grand homme, Indra, avec colère. Oui, Seigneur Indra, dit Sun Wukong en s'inclinant respectueusement. Bon sang, gamin, grommela mentalement Sun Wukong. Tu ne pouvais pas attendre encore quelques jours? Je serais parti pour une autre mission. Dites-moi, qui l'a tué? Ordonna Indra. C'était probablement un demi-démon nommé James à Lavru. Oui, répondit Sun Wukong. Alors va me chercher sa tête, ordonna Indra en agitant la main avec dédain. Je ne le recommanderais pas, Seigneur Indra, dit Sun Wukong, des sueurs froides lui coulant dans le dos. Jam à Lavru est une disciple de Skatash. Et comme je l'ai déjà dit, elle n'est plus liée au pays des ombres. D'accord, bien sûr, pensa Sun Wukong en parlant. Si tu crois que je vais défier cette folle juste parce que tu me l'as dit, tu deviens sénile. Est-il le disciple de cette folle? Pensa Indra. Bien qu'elle ne représente aucune menace pour moi, elle peut semer le chaos dans mes armées. Kao n'en vaut pas la peine. Très bien, dit Indra avec une expression amère. Je vais porter plainte auprès du Conseil du Diable, ou peu importe comment on l'appelle. Je suis sûr qu'il serait ravi de se débarrasser d'un demi-démon assez puissant pour tuer Kao. Maintenant, tu es viré. Chapitre 197, détruire la dimension temporelle. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Pendant que James s'occupait de Shalba Belzébuth, Skatash courut jusqu'à l'encre dimensionnelle placée au fond de l'hôtel. À son arrivée, elle la trouva gardée par une bande de faucheurs. Les faucheurs, une sous-espèce de dieu, résidant dans le pays des morts sous le règne d'Hadès, le dieu grec de la mort. Ils portent tous des robes sombres et des masques squelettiques. L'obscurité de leur cape permet de déterminer leur position dans la hiérarchie. De plus, chacun orne sa robe des ornements de son choix. De plus, ils portent tous une faux qui peut directement endommager l'âme, réduisant ainsi leur durée de vie. Fredonna Skatash avec curiosité, sans ralentir le moins du monde. Ce sont les subordonnés d'Hadès, n'est-ce pas? Dès que ces mots eurent quitté sa bouche, Skatash, profitant de l'élan de sa charge, lança sa lance vers l'ancre. Voyant le projectile approcher, de nombreux faucheurs se mirent en rang pour l'arrêter. Cependant, la plupart d'entre eux n'étant qu'au niveau supérieur, ils n'avaient aucun moyen de le faire. Puis, comme s'ils étaient faits de papier, ils furent transpercés par leur faux.
Avant que la lance n'atteigne l'ancre, elle fut déviée vers le haut par la faute d'un puissant faucheur. Cependant, ce faisant, le faucheur fut repoussé et plusieurs fissures apparurent sur la lame de sa faux. Zut, murmura la grande faucheuse en regardant sa faux pour évaluer l'étendue des dégâts. Cette femme est un monstre. Ah, les faucheurs, demanda James tandis que Flash s'avançait, à côté de Scatash, Ophi toujours sur son dos. Cela signifie-t-il qu'Hadès est de la faction héroïque, par extension, la brigade du chaos? Il semblerait que oui, répondit Scatash. Cependant, trouver des preuves serait quasiment impossible. En plus d'être puissant, Hadès est aussi rusé qu'il y paraît. Je peux y croire, répondit James. De toute façon, je lui botterai le cul un jour. Et le fait qu'il ait envoyé ses forces au secours de la brigade du chaos ne fait qu'ajouter à la liste des raisons. Ah. J'ai bien l'intention d'être là quand ça arrivera, dit Scatash avec un léger sourire. Je peux prédire que cette bataille durera des siècles. Si j'ai mon mot à dire, dit James en dégainant Oshiru Sakura. Ce sera aussi unilatéral que possible. Alors que James dégaina son épée, Scatash récupéra sa lance. Puis, elle s'élança et se lança dans la foule des faucheurs. Elle semble impatiente, dit James en souriant. Bon, on devrait en finir au plus vite. Répands-toi, sans bon Sakura. Pendant ce temps, dans le parking souterrain, Azazel, Sona, Tsubaki et Raya affrontaient également une horde de faucheurs. Cependant, la foule était bien moins nombreuse que celle derrière l'hôtel. Nous devons nous dépêcher, a déclaré Azazel, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur. Alors peut-être que tu devrais te battre plus et parler moins, dit Sona en manipulant sa magie de l'eau en courant à haute pression et en dragon. Sérieusement, pourquoi êtes-vous toujours aussi sérieux, demanda Azazel en lançant des lances légères sur le plus puissant des faucheurs. Je vous jure, les enfants d'aujourd'hui ne savent pas s'amuser. Quoi? Passer du temps avec lui, quelle que soit sa nature, est épuisant, dit Sona, décidant de mettre de côté les absurdités d'Azazel pour se concentrer sur le combat. Oui, quand il est calme, c'est un bon allié, dit Raya en utilisant sa magie de glace pour geler autant de faucheurs que possible ayant survécu aux attaques de Sona. Mais quand il ouvre la bouche, il est insupportable. Et toi, Raya, demanda Azazel en se tenant la poitrine d'un air théâtral. C'est vraiment insupportable, ajouta Tsubaki en lançant une faucheuse et en parvenant à l'une de ses attaques avec Miroir Alice. Mais comme c'est puissant, on peut le gérer pendant le combat. D'accord, répondirent simultanément Sona et Raya. Est-ce vraiment une façon de traiter un de ses professeurs, demanda Azazel en continuant de bombarder les faucheurs de lances légères. Au même moment, Mizor, Seu Chulin et Moka semaient le chaos parmi les faucheurs postés sur le toit pour protéger l'encre dimensionnelle. Allez, vous deux, dit Mizor en lançant une salve de pics de glace sur les faucheurs qui entouraient l'encre. Si on se dépêche, on peut aider James et Maître Scatash. Tu crois vraiment qu'ils ont besoin de notre aide, demanda Moka après avoir transpercé la poitrine d'une faucheuse et utilisé le cadavre comme bouclier contre la faux d'une autre. Tu les as déjà vus se battre, non? Ça peut être dangereux de rester près d'eux quand ils sont en colère. Je sais, dit Mizor avec une légère moue. Pourquoi faut-il toujours que tu me gâches la fête avec ta logique? Parce que c'est amusant, a déclaré Moka avec un sourire après avoir empalé une faucheuse sur l'un des pics de glace de Mizor. Sors, cria Seu Chulin après avoir sauté en l'air. En entendant le ton de la voix de Seu Chulin, Mizor et Moka s'éloignèrent autant que possible du groupe des faucheuses. Tandis que les filles s'éloignaient, Seu Chulin lança sa lance sur l'encre dimensionnelle. Ce faisant, il invoqua la malédiction sur sa lance. Gaibolg, point. Dit Seu Chulin juste après que la lance ait quitté sa main. Avec une vitesse phénoménale, la lance fonça vers l'encre dimensionnelle. Au contact, elle déclencha une explosion, créant de nombreuses failles spatiales dues à la déstabilisation de l'espace. Au même moment, de nombreux faucheurs restants furent déchiquetés par l'espace déstabilisé. Sur la place, au sol, l'explosion provoquée par l'attaque de Seu Chulin était clairement visible. On dirait que le groupe de lancer est fini, dit Ria en lançant plusieurs orbes de pouvoir de destruction sur les faucheurs entourant l'encre dimensionnelle qu'elle avait pour mission de détruire. Eh bien, alors on ferait mieux d'accélérer le rythme, dit Akeno en invoquant des éclairs sacrés. Alors qu'Akeno finissait de parler, le sol trembla violemment. Je crois que Keshu et Azazel Sensei ont rompu aussi, dit Issei en enveloppant une douzaine de faucheurs dans son ombre. Swish. X6. Explosion. X6. Peu après l'immobilisation des faucheurs, Yuto se précipita devant 6 d'entre eux, les décapitant au passage. Puis, Koneko, usant de sa force immense, s'effondra sur les crânes de l'autre moitié des ennemis immobilisés. Yuto et Koneko se précipitèrent ensuite vers un autre groupe d'ennemis immobilisés, gelés par la vision interdite de Balor de Gaspé. Au même moment, Issei sombra dans son ombre. Un instant plus tard, il se releva de l'ombre d'un faucheur visant Akeno et l'empala avec les griffes de ses gantelets. Merci, Issei-kun, dit Akeno en dissipant l'éclair sacré qui brillait de ses doigts. Mais tu as failli te faire tuer. Issei se figea un instant en entendant cela. Puis, il replongea dans son ombre sans un mot. Tandis qu'Issei disparaissait, le visage légèrement pâle, Akeno sourit sadiquement et reporta son attention sur sa prochaine victime. PFF. Ça prend trop de temps, dit Ria avec impatience. Les gars, donnez-moi quelques secondes.
Après avoir entendu les ordres de Ria, le reste de sa noblesse se retira et l'encercla, s'assurant qu'elle ne soit pas interrompue. Ria commença alors à préparer le coup qu'elle utiliserait pour achever Rizé lors de leur match de classement. Comme elle l'avait dit, Ria passa quelques secondes les bras écartés, rassemblant de l'énergie dans chaque paume. Puis, alors que les boules de pouvoir de destruction qu'elle tenait étaient saturées, elle déploya ses ailes et s'envola dans le ciel. Elle joignit ensuite les mains, paumes tournées vers l'encre dimensionnelle. Destruction finale, cria Ria en lançant un rayon de pouvoir de destruction vers l'encre dimensionnelle. Conformément aux ordres, les faucheurs tentèrent de défendre l'encre contre l'attaque imminente. Malheureusement, le pouvoir de destruction les anéantit avant de détruire l'encre. Ce mouvement est tout aussi mauvais que la dernière fois que je l'ai vu, dit Issei avec enthousiasme. En réponse, Ria sourit en s'abaissant au sol. Très bien, débarrassons-nous des autres faucheurs, dit Ria. Ensuite, nous pourrons aider James et Maître Skatash. Quelques minutes plus tard, les trois groupes se retrouvèrent derrière l'autel. Cependant, ce qu'ils découvrirent les laissa perplexes. James, toujours avec Ophi sur le dos, se tenait à l'écart tandis que Skatash combattait une faucheuse. De plus, Skatash donnait des conseils à la faucheuse pour s'améliorer pendant le combat. Lorsque James réalisa leur arrivée, il se tourna vers eux en souriant. « Alors, c'est fini ?» demanda James. « Oui » répondit Ria. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Sona, la confusion dans les yeux. « Oh, nous voulions vous donner suffisamment de temps pour éliminer le reste des ennemis » dit James en regardant Skatash instruire le plus fort des Grim Reapers. « Est-ce que c'est Pluton ?» demanda Azazel. « Bien sûr » répondit James. « C'est bien plus fort que je ne le pensais. Il pourrait me combattre même en utilisant Downfall Dragon, Another Armor. » « Et, maître » cria James après une brève conversation avec les nouveaux. Tout le monde a terminé. Je crois qu'il est temps de conclure. Compris, dit Skatash, et toute l'atmosphère changea. Lorsque Skatash commença à prendre le combat au sérieux, Pluton le sentit immédiatement. Même s'il désirait s'échapper, il savait que c'était impossible. De plus, emmener son adversaire avec lui était hors de question. Il abandonna donc, tout simplement. Il cessa toute résistance. « Oh, tu n'as plus envie de vivre » dit Azazel, la surprise évidente. « Que as-tu fait à ce pauvre homme avant notre arrivée ?» Eh bien, la première maîtresse a lancé sa lance et tué près d'un tiers des faucheuses qui défendaient l'encre, dit James avec indifférence. Ensuite, j'ai utilisé 100 bons Akura pour éliminer les autres. À ce moment-là, il ne restait que Pluton, et la maîtresse a dit qu'elle n'en avait pas assez. Alors, elle le force à se battre depuis, demanda Issei avec curiosité. Et pour rendre les choses plus amusantes, elle lui donnait aussi des conseils ? C'est tout, dit James en hochant la tête. Ah, c'est fini, dit Tsubaki. Comme Tsubaki l'avait dit, Skatash transperça Pluton de sa lance en plein cœur. Ayant renoncé à riposter, l'expérience fut quelque peu décevante. Après cela, Skatash lança à nouveau sa lance sur l'encre dimensionnelle. Cette fois, sans obstacle, elle détruisit facilement l'encre. Puis, les 4 encres détruites, la dimension temporelle commença à voler en éclats. D'accord, les gars, dit James, attirant l'attention de tous. On ne sait pas ce que faisait la brigade du chaos pendant qu'on était coincé ici. Alors préparez-vous au combat quand la dimension s'effondrera. Au lieu de réagir, le reste du groupe se prépara à un nouveau combat. Et comme prévu, un autre combat les attendait. Les membres de la faction héroïque encerclèrent l'hôtel tandis que l'armée permanente de la capitale tentait de défendre les civils démons contre leurs attaques. Dispersez-vous, sans bons Akura, point. Dit calmement James en dégainant Oshiru Sakura. Puis, les feuilles en forme de pétales flottèrent dans la foule humaine et commencèrent à la détruire sans grande résistance. Au bout d'environ 45 secondes, tous les membres de la faction héroïque entourant l'hôtel étaient morts. Je suis sûr que ce n'est pas le seul endroit attaqué, dit James tandis qu'Oshiru Sakura se reformait. Faites passer le message et aidez autant de personnes que possible. Je comprends, répondirent tous les jeunes démons. Ainsi, les jeunes diables dirigés par Seu Shulin, Ria et Sona se sont séparés pour aider les civils ou combattre les membres les plus forts de la faction héroïque. Bon, je vais aller voir Grigori et sceller ces engrenages sacrés que j'ai obtenus de ses enfants, dit Azazel avant de se téléporter sans attendre de réponse. Cependant, juste avant de partir, il reprit la parole. Je raconterai aussi au Satan ce qui s'est passé dans cette dimension temporelle. Et que comptes-tu faire, mon disciple, demanda Skatash. Tu te souviens de ce type avec toutes ces épées dont je t'ai parlé à Kyoto, demanda James en souriant. Ouais, celui avec la sous-espèce Twist Critical, c'est ça, demanda Skatash. C'est vrai, répondit James avec un sourire malicieux. Tu crois que Muramasa pourrait reforger ses épées démoniaques qu'il utilise et les transformer en une de mes nouvelles épées ? Chapitre 198, un autre mord la poussière. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Dans la partie de Lilith réservée aux instituts de recherche se dressait un grand bâtiment, un gratte-ciel, pour ainsi dire, dominant le reste de la ville. C'est dans ce gratte-ciel qu'Ajuka Belzébuth, l'homme le plus intelligent et le plus reconnu des enfers, mena la plupart, voire la totalité, de ses recherches. Au sommet de ce bâtiment se trouve un jardin panoramique magnifiquement conçu, où Ajuka se détendait ou méditait en solitaire sur les problèmes de ses recherches. Ces gamins de la faction héroïque mettent vraiment le bazar, dit Ajuka en observant l'agitation autour de Lilith.
Il y a tellement d'utilisateurs de Balance Breaker. Sans parler des monstres Annihilation Maker. Aujourd'hui, contrairement à ses visites habituelles au Jardin Céleste, Ajuka profitait de son temps pour observer la situation pendant l'attaque de la faction héroïque. Et à mesure que le temps passait, ce qu'il voyait lui plaisait de moins en moins. Ces monstres Annihilation Maker commencent à acquérir des propriétés antidémoniaques, dit Ajuka en utilisant la formule de Kankara pour analyser les monstres créés par Leonardo. Cet enfant devrait être notre priorité absolue en matière d'extermination. Oh, dire que l'un des 4 grands Satans pourrait envisager de tuer un enfant comme ça, dit une voix masculine depuis le bord du toit. Je me demande ce que les autres démons penseraient s'ils entendaient ça. Ils s'attendaient à ça de ma part, dit Ajuka sans se retourner. Après tout, les démons sont censés être forts, calculateurs et impitoyables. Oui, c'est ce que je pensais, dit la voix masculine avec indifférence. Alors que la brève conversation se poursuivait, le jeune homme qui s'était infiltré dans le sanctuaire privé d'Ajuka, Siegfried de la faction héroïque, s'approcha lentement d'Ajuka. Escalader ce bâtiment est assez impressionnant, dit Ajuka. Surtout sans se faire prendre. Tu as une envie de mourir assez impressionnante. Merci pour ton compliment, dit Siegfried en souriant. Cependant, ne t'inquiète pas pour ma volonté de vivre. Après tout, je suis venu ici pour t'empêcher d'interférer, pas pour me gâcher la vie. Oh, je me demande comment tu comptes faire ça, demanda Ajuka en se tournant enfin vers Siegfried. Par conséquent, dit Siegfried en sortant un petit appareil. C'est un générateur de barrières créé par Georg, le porteur de Dimension perdue. Il devrait pouvoir vous retenir pendant au moins 3 heures. Tandis qu'il parlait, Siegfried activa l'appareil et le jeta aux pieds d'Ajuka. Et qu'est-ce qui t'a convaincu que ça ne t'empêcherait pas d'activer cette chose, demanda Ajuka en utilisant la formule Kankara pour analyser la barrière. Oh, pas mal. Il faudrait environ 3 heures pour la franchir. Nous avons misé sur l'arrogance des démons les plus puissants, dit Siegfried en haussant les épaules. Et il semble que notre hypothèse se soit avérée exacte. Oui, c'est vrai que les démons les plus puissants sont assez arrogants. Ajuka hocha la tête tout en continuant d'analyser la barrière. Cependant, sache que je n'en fais pas partie. Si c'est vrai, pourquoi te laisserais-tu piéger par cette barrière, demanda Siegfried, sincèrement curieux de savoir quelle excuse Ajuka trouverait. C'est simple, en fait, dit Ajuka, sans même regarder Siegfried. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prendra soin de toi pendant que je m'amuserai avec cette barrière. Sérieusement, j'espère que tu ne parles pas de ce gamin de Kyoto qui avait du mal à me suivre, dit Siegfried en souriant. Ça ne fait pas encore assez longtemps pour que ce soit un vrai défi. Non, il parle de moi, dit James juste derrière Siegfried. Entendant cette voix familière si proche, Siegfried sursauta et recula. Puis, lorsqu'il se retourna et vit que c'était James qui parlait, il resta silencieux quelques secondes. On dirait que tu t'amuses vraiment, Ajuka, dit James après avoir tourné son attention vers Satan, dont l'expression donnait l'impression qu'il venait de recevoir un nouveau jouet pour Noël. C'est un travail magique incroyable, répondit Ajuka. Plus de 900 fois par seconde, le schéma de mana qui constitue cette barrière change. Ce garçon, Georg Fausto, est véritablement le génie magique qu'on considérait autrefois. Soupir. Alors tu m'as laissé faire le ménage parce que tu voulais jouer, hein, dit James en souriant. Quelque chose comme ça, répondit Ajuka. Tandis que James et Ajuka jouaient ensemble, Siegfried fixait James, stupéfait et confus. Il ne comprenait pas comment James pouvait se tenir devant lui. Avec le nouvel œil de Cao Cao, il aurait déjà dû être tué. Comment êtes-vous ici, demanda Siegfried d'un ton confus. Vous devriez être mort. Qu'est-il arrivé à Cao Cao et Georg? Oh, leurs cadavres ont probablement été détruits en même temps que cette petite dimension, répondit James en haussant les épaules. Je veux dire, pourquoi avez-vous l'air si confus? Même avec ce nouvel œil que Cao Cao a reçu, qui était terrifiant pour lui. Au fait, je ne comprends pas pourquoi vous vous attendiez à ce qu'un dieu proche du sommet du rang divin inférieur meure aux mains d'un dieu presque inférieur. As-tu tué Cao Cao, demanda Siegfried, la colère perçant son ton. Bien sûr. James hocha la tête. Ce Georg aussi. Oh, n'oublions pas Shalba Belzébuth aussi. Cependant, c'est le maître qui a fait le plus gros du travail avec ce dernier. Oh, ce serait le dernier descendant vivant des Satans originels, dit Ajuka. Enfin, le dernier dont on sache où il se trouve. Tu parles du fils de Lucifer, n'est-ce pas, répondit James. L'un des 3, super démons, qui ont éclipsé le Lucifer originel, comme toi et Sirzek, n'est-ce pas? C'est exact, dit Ajuka, analysant toujours la barrière. Nous avons perdu contact avec elle juste avant la guerre civile, il y a plus de 500 ans. Tandis que James et Ajuka parlaient à nouveau, Siegfried digéra la situation. Il avait lui aussi du mal à croire que James disait vrai. Cependant, comme James était là et que Cao Cao ne l'avait pas encore contacté, il commençait à croire que James disait vrai. Cao Cao, est-il mort, murmura Siegfried. Ouais, dit James en hochant la tête et en souriant. Lui couper la tête, c'était cool aussi. Au lieu de répondre à James, Siegfried baissa la tête et parla doucement. Rupture d'équilibre, Kaoed Azura ravage. Tout comme lors de son combat contre Yuto à Kyoto, Siegfried s'est vu pousser un 3e bras, recouvert d'écailles de dragon argenté, dans le dos. Cependant, contrairement à Yuto, les bras de dragon ont continué à pousser dans son dos jusqu'à ce qu'il en ait 4.
Siegfried en possédait désormais 6, en comptant ses bras normaux, suffisamment pour manier chacune des 6 épées à sa taille. Je peux donc fabriquer d'autres de ces étranges bras de dragon, hein, demanda James. Partenaire, tu dois faire attention avec ce type, dit précipitamment Dreg. Cette épée est une épée tueuse de dragon. Oui, c'est grand-mère après tout. James hocha la tête tandis que Siegfried commençait à dégainer ses épées. J'imagine que transformer ça en katana serait interdit, non? Si cela ne vous dérange pas que vos mains se brûlent à chaque fois que vous le tenez, allez-y, répondit Dreg avec un ricanement. Oui, je vais le transmettre, dit James en souriant. Cependant, les 4 autres sont prometteurs. Cliquetis. C'est impoli, dit James. Tu ne vois pas que j'étais en pleine conversation? Je te promets que tu rejoindras bientôt tes amis. Sois patient, s'il te plaît. Je vais te tuer, cria Siegfried. En hurlant, Siegfried commença à manier ses épées avec l'habileté d'un maître épéiste. Cependant, grâce à ses caractéristiques physiques bien supérieures, James parvint à se défendre contre les 6 épées de Siegfried avec seulement celle du Mangetsu no Shita. De plus, James n'était pas moins doué que Siegfried à l'épée. Kiba ne lui a rien dit, dit James d'un ton légèrement élogieux. Il est vraiment très bon. Si je n'étais pas si faible, ce serait peut-être un défi pour toi, répondit Dreg. Mais je devrais apprendre à me comporter quand je défie un dragon. D'accord, dit James, un sourire sanguinaire apparaissant sur son visage. Ayant terminé sa conversation avec Dreg, James fit un pas en avant. Au lieu de se défendre contre les coups d'épée de Siegfried comme il le faisait auparavant, il brandit son épée, apparemment très lentement. Cependant, dès qu'il passa devant Siegfried, ses 6 bras s'abaissèrent, les 6 épées toujours fermement serrées dans chaque main. James prononça alors le nom de sa technique en remettant Mangetsu no Shita dans son fourreau. Cette cerisier en fleurs. Cliquez. Alors que le bruit de la garde de la main de Mangetsu no Shita touchant le fourreau retentit, la poitrine de Siegfried commença à gicler du sang de l'endroit où se trouvait son cœur. Je ne serais pas surpris que tu sois à la hauteur d'Okita Tsuji en matière d'escrime, commenta Ajuka. 7 coups simultanés, utilisant uniquement la technique et la force physique, c'est assez impressionnant. Si vous trouvez cela impressionnant, vous devriez me voir faire circuler mon énergie démoniaque dans mon corps et mon épée, répondit James avec un sourire. Puis il se tourna vers le corps de Siegfried et leva la main, paume tournée vers lui. Fait numéro 33, Sokatsui. De la paume de James, un jet de flamme bleue claire et brûlante jaillit et engloutit le corps de Siegfried, l'embrasant rapidement. Après quelques secondes, les flammes s'éteignirent. Il ne resta alors que des cendres emportées par le vent. Bon, maintenant que c'est réglé, je prends ça et je m'en vais, dit James en commençant à rassembler les 5 épées démoniaques. Je pense que Yuto peut utiliser ces 4-là, que j'ai décidé de ne pas utiliser. Je reste un moment ici, dit Ajuka. Aide autant de gens que tu peux, d'accord? Bien sûr, tu vas rester là un moment, dit James en levant les yeux au ciel. Se laisser attraper comme ça va te faire ça, tu sais? Ajuka ne put que rire en réponse. Il savait que, comme la plupart des scientifiques, il laissait parfois sa curiosité prendre le dessus dans des situations où elle ne le devrait pas. Mais comme il y avait quelqu'un ici capable de gérer l'ennemi, cela ne le dérangeait pas. Ah, où est Sirzek? Demanda James. Je n'ai pas senti sa présence depuis que j'ai quitté la dimension temporelle. Oh, dès qu'Azazel est parti, il nous a contactés et quand Sirzek a découvert qu'il y avait autant de faucheurs impliqués, il a attrapé Azazel et l'a traîné au pays des morts d'Hadès, répondit Ajuka. Je suis sûr qu'il aura aussi quelque chose à dire sur Samael, dit James d'un ton solennel. C'est la première fois que j'entends parler de ça, dit Ajuka, détournant enfin son attention de la barrière qu'il essayait d'analyser. Je parie, Sirzek, que Siskan a filé dès qu'il a appris que Ria avait été attaqué par les faucheurs, dit James avec un sourire ironique. Ajuka lui adressa un sourire ironique en guise de réponse. James haussa les épaules et poursuivit. Ouais, ces salauds de la faction héroïque et Shalba Belzébuth l'ont invoqué et l'ont rendu malade à Ophi, dit James d'un ton indifférent. Mais je l'ai retenu et j'ai esquivé ses attaques jusqu'à la fin du temps d'invocation. Heureusement que je l'ai fait. Il jouait sur le fait qu'elle ne verrait jamais cette chose comme une menace, alors elle a essayé de résister à l'attaque. C'était une bonne décision. Ajuka hocha la tête. Le venin de Samael est assez puissant pour blesser gravement des gens comme Ophi et le Grand Rouge. Mais il n'en meurt jamais. Je m'en doutais, répondit James avec un autre haussement d'épaule. Mais c'est une boule d'innocence. D'une puissance stupide, oui. Mais elle ne mérite pas d'être trahie ainsi. Bref, je serai là pour les prochaines heures, dit Ajuka. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous assurer la sécurité des citoyens? Je l'ai planifié, répondit James. La prochaine étape est de protéger l'enfant avec Annihilation Maker, au moins jusqu'à ce que quelqu'un puisse l'extraire. Et à ce propos, à plus tard, Ajuka. Sur ce, James finit de ranger les épées que Siegfried avait laissées derrière lui, déploya ses ailes et s'envola hors du jardin céleste. Chapitre 199, le deuxième tour. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Pendant que James s'occupait de l'attaque de Siegfried sur Ajuka, le reste du groupe se sépara pour s'occuper des membres restants de la faction héroïque. Dans la plupart des cas, ces derniers furent tués sur le coup. Cependant, ceux possédant des Sacred Gears, plus rares devaient être arrêtés si possible pour pouvoir les extraire. Pour ce faire,
tous les membres du groupe étaient équipés d'émetteurs-récepteurs afin d'obtenir des informations sur les Sacred Gears rencontrés. Malheureusement, les membres de la faction héroïque étaient dispersés dans toute la ville. Et comme il n'y avait que 13 membres des 3 nobles présents, la progression fut plus lente qu'ils ne l'auraient souhaité. Cependant, grâce aux capacités sensorielles de Scatash et Koneko, cette lenteur était relative. Scatash, seul, courait d'un ennemi à l'autre, les transperçant de sa lance et avançant après s'être assuré de sa mort. Koneko, quant à elle, travaillait en groupe avec Yuto, Gaspé et Issei, faisant de même, quoique à un rythme plus lent. Tsubaki et Reiya se déplaçaient également en groupe pour affronter les ennemis et protéger les civils, mais leur rythme était bien plus lent que celui des 2 autres groupes mentionnés. Bien qu'ils perçoivent la puissance d'un individu, ils avaient beaucoup plus de mal à distinguer les auras, ce qui les conduisait souvent vers d'autres démons à la recherche de membres de la faction héroïque. Ria, Sona, Mizor, Seiushulin et Moka fouillèrent également la ville. Leur cible était les ennemis que les autres ne pouvaient pas vaincre avec leur force actuelle. Cependant, la situation changea lorsque Mizor surprit Hercule attaquant un groupe d'enfants. « Ah 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 !» s'esclaffa Hercule. « Moi, Hercule, je vais vous anéantir, vous toutes, créatures obscures. » Burk. Populaire. Alors qu'Hercule monologue avec ses victimes effrayées, il fut soudain projeté contre le mur d'une résidence privée, qui s'écroula sur lui. À sa place se tenait une petite fille aux cheveux violets clairs et aux mains griffues recouvertes de glace. « Je t'ai enfin trouvé, dit Mizor d'un ton enthousiaste. À cause de toi, j'ai été puni après le voyage à Kyoto. Alors tu vas le payer maintenant. » Mizor ignora complètement que la raison de sa punition était sa faute. Bien qu'elle eût oublié ce petit détail, elle se souvint que cette fois, elle n'avait pas le droit de laisser ses ennemis en vie. De plus, cette fois, elle ne les avait jamais sous-estimés. « C'est encore toi !» s'exclama Hercule en émergeant des décombres. « Je veux me venger depuis notre dernière rencontre. »« Peu importe, » dit Mizor avec indifférence. « Allons droit au but au lieu d'en parler. » Sur ce, Mizor utilisa sa manipulation de la glace pour geler le chemin vers Hercule. Cependant, avant qu'elle puisse s'approcher, Hercule fit quelque chose de différent de la dernière fois. Rupture d'équilibre, détonation d'une puissante comète, cria Héraclès. Après son cri, plusieurs structures semblables à des missiles furent créées autour d'Hercule, qu'il lança sur Mizor. Malheureusement pour lui, Mizor avait appris à sous-estimer ses adversaires après son entraînement en mode enfer avec Scatash. Prison du miroir de glace, dit Mizor en créant plusieurs dizaines de miroirs de glace autour d'elle et d'Hercule. Mizor s'entraînait à ce mouvement depuis que James le lui avait mentionné. Cependant, ce sera la première fois qu'elle l'utilisera en combat réel. Une fois tous les miroirs solidifiés, et avant que les missiles n'explosent, Mizor fit un bond en arrière et s'enfonça dans le miroir juste derrière elle. Un instant plus tard, elle émergea d'un miroir au-dessus et à droite d'Hercule, les griffes déployées. « Quoi ?» s'exclama Hercule, confus, tandis que les griffes de Mizor griffaient les bras qu'il levait pour les protéger. Avant qu'Hercule ne puisse tirer une nouvelle volée de projectiles, Mizor se précipita vers le miroir le plus proche et s'y enfonça à nouveau. Elle jaillit alors d'un autre miroir situé derrière Hercule et lui frappa la jambe gauche. Puis, elle se retira vers un autre miroir. Ce schéma se répéta plusieurs fois, Mizor attaquant à chaque fois une partie différente du corps d'Hercule, jambe droite, épaule gauche, côte gauche, etc. En moins d'une minute, Héraclès était gelé, la glace pénétrant chacune des blessures infligées par les griffes de Mizor. « Waouh, j'ai dû le couper presque 150 fois pour qu'il s'arrête », dit Mizor en sortant à toute vitesse de son dernier miroir. Puis, sans s'arrêter, il enfonça sa griffe droite dans la poitrine d'Hercule. Cependant, son corps était si résistant qu'il ne put lui percer le dos avec son bras comme prévu. Il saisit donc son cœur et le gela. Puis, il détacha sa main de la glace qui l'entourait. « Qu'est-ce que tu as mangé pour être aussi résistant ?» demanda Mizor en lui serrant la main après l'avoir retirée de la poitrine d'Hercule. « En fait, ça m'a fait un peu mal de forcer ma main à travers tes muscles et tes os. Bon, retournons au travail. » Après avoir fini de parler, Mizor se retourna et courut vers le champ de bataille suivant. Un instant plus tard, la griffe de glace qu'elle avait laissée dans la poitrine d'Hercule explosa, provoquant des éclats de glace ravageant son corps sans vie de l'intérieur. Sur un autre champ de bataille, Moka rencontra également un vieil ennemi. Elle affrontait alors Jeanne, juchée sur un dragon fait d'épée sacrée. « C'est nouveau », dit Moka en position de combat. « Voici la sous-espèce briseur d'équilibre de mon forgeron de l'âme, dragon victime de pieux », dit Jeanne en souriant. « Tout ceci est mortel pour des gens comme toi, Silver-chan. » Moka leva les yeux au ciel en entendant ce surnom trop familier. Pourtant, elle attaqua le dragon sans hésiter. « Tant que tu ne me touches pas, peu importe à quel point je suis mortel, » dit Moka en s'approchant. Décidant de ne pas laisser Moka s'approcher trop près, surtout après la raclée reçue la dernière fois, Jeanne utilisa le dragon pour attaquer Moka. Tandis qu'il agitait ses griffes et sa queue et utilisait ses crocs pour tenter de la mordre, Moka se déplaçait avec grâce entre les attaques. Malheureusement, le dragon mesurait environ 4 mètres de haut, et peu importe comment elle esquivait, il n'y avait aucun moyen facile de contre-attaquer Jeanne. « Ça ne me mènera nulle part », murmura Moka en continuant d'esquiver les attaques. « Je suppose que je vais devoir essayer quelque chose de nouveau. » Sur ce, Moka s'éloigna du dragon épée sacrée avant de s'arrêter à une distance qu'elle jugea sûre pour le moment. Puis, d'un de ses crocs, elle lui transperça le pouce gauche.
Un peu de sang commença à couler de la petite blessure et Moka s'avança. Art du sang, flux de flèches, dit Moka d'un ton solennel. Dès qu'elle eut prononcé ces mots, du sang jaillit du pouce de Moka, créant un long arc. 3 flèches furent alors créées de la même manière et tombèrent dans la main droite de Moka. Elle tira alors les 3 flèches, banda son arc et visageant. Qu'est-ce que c'est demanda Jeanne en ordonnant au dragon de se défendre. Malheureusement, avec la force de Moka, dès qu'elle décocha les flèches, elles s'envolèrent à une vitesse que Jeanne avait du mal à imaginer. Avant même que les griffes du dragon n'aient atteint la position idéale pour se défendre contre les 3 flèches, elles avaient déjà transpercé Jeanne au ventre, à la jambe gauche et à l'épaule droite. Sous l'effet de la douleur, Jeanne perdit le contrôle de son Sacred Gear, ce qui provoqua la dissipation de son Balance Breaker et l'effondrement du dragon. Jeanne tomba alors au sol, à peine consciente. Puis, après avoir heurté le sol, aggravant ses blessures, la vue troublée, elle aperçut une silhouette s'approcher. PFFF. Cette attaque stupide a gâché ce qui était censé être une journée heureuse pour nous, dit Moka en s'approchant. En plus, c'était une belle journée. Alors qu'elle finissait de parler, Moka arriva aux côtés de Jeanne. Elle s'agenouilla et serra le corps blessé de Jeanne dans ses bras. Même si vous, les idiots, avez gâché ma journée, il fait encore assez beau pour prendre un verre, dit Moka avant d'enfoncer ses crocs dans le cou de Jeanne. Pendant que Moka saignait Jeanne, Koneko, Yuto, Gaspé et Issei arrivèrent près du champ de bataille. À leur arrivée, ils assistèrent à la scène où Moka buvait le sang de Jeanne, et Issei ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air plutôt attrayant, dit Issei avec un sourire pervers sur son visage. Moka boit le sang de cette fille, dit Yuto avec un sourire ironique. Comment peut-il faire ça demanda Gaspé en tremblant. Tous ceux qui étaient présents lorsque James, Ria et les autres vivaient aux enfers savaient que Gaspé détestait boire du sang, comme le reste de son espèce. Cependant, il détestait porter des vêtements d'homme. Calme-toi, Gaspé, dit Koneko en caressant la tête de Gaspé. Souviens-toi, Moka était un vampire de sang pur avant de le devenir. Il lui fallait donc vivre la majeure partie de sa vie. Après que Koneko ait fini de parler à Gaspé, elle regarda Issei et continua. Si ça a l'air si chaud, que dirais-tu si je drainais tout ton sang et que je l'offrais à Moka Sampé? En entendant cela, Issei tressaillit, tout comme Gaspé quelques instants plus tôt. Puis il rejeta la suggestion de Koneko. Je pense que nous sommes ici depuis assez longtemps, dit Issei d'un air sérieux. Il reste encore des ennemis à vaincre. Koneko leva les yeux au ciel face à la réponse d'Issei. Cependant, avant qu'elle puisse répondre, une lumière blanche éclatante jaillit de la poitrine de Jeanne. Elle s'éloigna ensuite de Moka et Jeanne vers le quatuor de spectateurs. En approchant, elle s'immobilisa, flottant devant Yuto. Qu'est-ce que c'est demanda Issei avec curiosité. On dirait naissance de l'épée, mais... Sacré, demanda Yuto d'un ton confus. C'est probablement son Sacred Gear, dit Moka en s'approchant des nouveaux arrivants. Alors que Moka s'avançait vers eux, Koneko, Yuto, Gaspé et Issei virent que le corps de Jeanne était réduit en cendres et commençait à être emporté par le vent. Ignorant l'état dans lequel elle avait laissé son ennemi, Moka continua de parler. J'ai déjà entendu dire que quelque chose de similaire s'était produit par Maître Scatache, mais je pensais le voir en personne. Que veux-tu dire par Moka Sampé demanda Gaspé avec curiosité. Elle a parlé d'un des engrenages sacrés se dirigeant vers une âme proche et compatible avec lui, au lieu de retourner dans le système céleste, expliqua Moka. Et il semble que Forgeron de l'âme ait trouvé son nouveau maître. Waouh, c'est incroyable, s'exclama Issei avec enthousiasme. Allez, Tiba, vas-y. Hochant la tête devant l'enthousiasme d'Issei, Yuto s'avança et entoura l'orbe d'argent de ses doigts. Une fois fermement en main, l'orbe fut absorbé par sa paume. Ça va, Yuto Sampé demanda Koneko d'un ton légèrement inquiet. Au lieu de réagir immédiatement, Yuto tendit la main. Puis, dans un éclair de lumière, une épée sacrée sans aucun attribut apparut dans sa main. Je crois que ça a marché, dit Moka en souriant. Félicitations, Yuto. Merci. Yuto lui sourit en retour. Puis il regarda Koneko et continua. Je vais bien, Koneko. Merci de t'inquiéter pour moi. Koneko hocha la tête avec un sourire. D'accord, on fêtera ça plus tard, dit Moka. On a encore beaucoup d'idiots de cette faction héroïque à gérer. Aux paroles de Moka, tout le monde acquiesça. Moka et le groupe partirent ensuite dans des directions différentes pour trouver d'autres envahisseurs et les neutraliser. Au même moment, James rencontra Leonardo, qui semblait presque inconscient après avoir créé tant de monstres. Il semblait prêt à mourir d'épuisement avant que quiconque ait eu l'occasion de le tuer. Cependant, James n'avait aucune intention de le tuer. Il prévoyait plutôt de le capturer afin de pouvoir extraire son Sacred Gear s'il ne trouvait pas d'utilité au garçon. Soupir. Tuer un enfant, ce n'est pas quelque chose qui me convient, dit James. J'espère qu'ils pourront en tirer profit. Tandis que James parlait, il marchait calmement vers Leonardo, évitant les attaques ou détruisant les monstres qui se trouvaient entre lui et sa cible. Puis, lorsqu'il atteignit enfin Leonardo, il plaça la paume de sa main gauche devant son visage. Bakudo numéro 27, Inemuri, dit James à voix basse. Un instant plus tard, les yeux de Leonardo se fermèrent et les monstres qu'il avait créés se dispersèrent en énergie. Avant que Leonardo ne tombe, James attrapa son Gakuren par le dos et le soutint.
Quel enfer ont-ils fait subir à ce gamin, demanda James. Ça ne fait qu'un mois, et ils l'ont rétrogradé au milieu du classement. Décidant que cela pourrait être résolu plus tard, James secoua la tête en déployant ses ailes. Puis il retourna à la tour de recherche d'Ajuka. Il pensa qu'Ajuka serait la personne la mieux placée pour demander s'il pouvait utiliser Leonardo au lieu de le tuer. Et s'il n'y parvenait pas, James était certain qu'Ajuka pourrait lui extraire le fabricant d'annihilation. Chapitre 200, après l'invasion. Terre des morts, palais d'Hadès. Dans la salle du trône d'un palais lugubre, 3 personnes étaient présentes. Le premier était Azazel, qui se tenait près de l'entrée, l'air pensif. Le second était un grand squelette vêtu d'une robe de cérémonie noire ornée d'ornements dorés et dont les orbites étaient parcourues de flammes bleues. Et le dernier était un être humanoïde irradiant la lueur rouge du pouvoir de destruction. « Combien de temps comptes-tu détruire ma demeure, Sirzek Lucifer ?» demanda le squelette à la puissance de destruction, à forme humaine d'un ton impassible. « Je t'ai déjà dit que j'ignorais pourquoi ton peuple a été attaqué par les faucheurs. » Comme s'il existait une faucheuse vivante qui agirait sans ton consentement, Hadès, dit Sirzek d'un ton rempli de colère. « Je n'apprécie pas ta tentative d'insulter mon intelligence. » Comme l'a dit Hadès, le squelette assis sur le trône, en prenant cette forme, Sirzek détruisait le palais d'Hadès et tout ce qui se trouvait dans un certain rayon, par sa seule existence. Personne ne sait ce qui a déclenché la forme de Sirzek. Cependant, il est confirmé qu'il est né sous cet état. Au fil des siècles, à mesure qu'il prenait le contrôle de cette forme, sa puissance grandissait, jusqu'à devenir le démon le plus puissant des enfers, surpassant même le Lucifer originel. Soupir. Et Sirzek a eu le culot de réprimander James pour avoir voulu tuer Kao, songea intérieurement Azazel. En parlant d'une possible guerre. Et pourtant, il fonce droit sur le territoire grec et fait ça. Tandis qu'Azazel se plaignait intérieurement et maudissait Sirzek de l'avoir entraîné dans sa chute, un cercle magique apparut près de son oreille gauche. Scrutant le sommet du cercle, Azazel y injecta son énergie sacrée lorsqu'il réalisa qu'il appartenait à son second, Chamazé. « Dis donc, Chamazé, que se passe-t-il » demanda Azazel, ignorant l'atmosphère qui régnait dans la salle du trône d'Hadès. « Oh, James a capturé le gamin avec Annihilation Maker ? Et tous les attaquants ont-ils déjà été tués ou capturés ? Ces gamins sont vraiment rapides. Bon à savoir. Je vais prévenir Sirzek tout de suite. À plus tard. » En entendant la version d'Azazel de la conversation, Hadès et Sirzek tournèrent leur attention vers lui. « Bonjour, Sirzek, dit Azazel en souriant. On dirait que tout le grabuge à Lilith est terminé. Je rentre donc. J'ai 1 ou 3 sacred gear à étudier. » En entendant cela, la transformation de Sirzek disparut et il reprit son état normal. Ce faisant, Azazel le vit le fixer. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda Azazel en haussant les épaules. On ne peut pas forcer Olbons à avouer. Surveille ton ton, gamin, dit Hadès d'un ton clairement mécontent. Alors je vais faire quelque chose qui pourrait être réellement utile, dit Azazel, ignorant la réprimande d'Hadès. Soupir. Tu as probablement raison, dit Sirzek à contre-cœur. Puis il se tourna vers Hadès et reprit la parole. La prochaine fois qu'une chose pareille se produira, j'accepterai volontiers d'avoir des preuves avant que les violences ne commencent. Si tu veux tellement mourir, sois mon invité, mon garçon, dit Hadès d'un ton dédaigneux. Bien que toujours furieux, Sirzek se retourna et se dirigea vers l'entrée de la salle du trône. Très bien, Azazel, allons-y, dit Sirzek en passant devant Azazel pour sortir. En réponse, Azazel haussa les épaules. Puis, avec un sourire malicieux, il salua Hadès avant de quitter le palais. Après que Sirzek et Azazel eurent quitté la salle du trône, Hadès attendit de ne plus les sentir dans le pays des morts. Il libéra alors son pouvoir divin et frappa le bras du trône de son poing osseux. Les humains ne peuvent rien faire, dit Hadès d'un ton froid. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. C'était épuisant, dit Mysore en s'affalant sur le canapé après que James et sa noblesse se soient téléportés dans leur demeure des enfers. Au moins, je dois m'occuper de cet Hercule. Ça lui apprendra à me punir. Je crois que tu as été puni, répondit James en s'asseyant à côté d'elle et en passant son bras autour de sa taille. Il ne t'a pas forcé à ignorer les ordres ni laisser son arrogance prendre le dessus, n'est-ce pas? À ces mots, Mysore fit la moue. Puis elle commença à frapper le bras et l'épaule de James avec ses poings. Pourquoi es-tu si méchant? Demanda Mysore d'un ton offensé. Je ne suis pas méchant, et tu le sais, dit James en souriant. Un instant plus tard, son expression devint un peu plus solennelle. Tu sais que si tu n'es pas prêt à reconnaître tes erreurs, tu n'en tireras jamais de leçon. Soupir, je sais, dit Mysore en faisant la moue. Au fait, comment se sont passés les combats? Demanda James au groupe. Ils étaient faibles, a déclaré Séuchulin. Tu es en tête du classement final, à quoi t'attendais-tu? Demande Moka. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit Séuchulin. Leurs ambitions étaient trop élevées pour leur force. Ils ne disposaient que d'une poignée d'hommes de haut rang. Ce Kao était d'ailleurs le seul au gradé. Après avoir réfléchi à ce que Séuchulin avait dit, Mysore et Moka furent surpris de constater que c'était vrai. Ils demandèrent alors l'avis de James et Skatash. C'est vrai, répondit James. Les humains ont généralement un potentiel de croissance inférieur à celui des autres races. La plupart des humains seraient incapables d'augmenter leur force au-delà du niveau intermédiaire, ajouta Skatash à l'explication de James.
Les plus talentueux atteindraient le rang le plus élevé, tandis que seuls les véritables génies pourraient y parvenir. Alors pourquoi penseraient-ils avoir une chance contre les espèces surnaturelles, demanda Mocha avec curiosité. Si je devais deviner, ce serait grâce au charisme de Cao Cao et à une bonne dose de lavage de cerveau, répondit James. De plus, Cao Cao a éveillé un immense complexe messianique après avoir réveillé le vrai Longinu. Scatash hocha la tête en réponse. Il n'est pas rare qu'un humain se perde dans son pouvoir perçu, dit calmement Scatash. Bref, ça suffit, dit James. Je pense qu'il est temps de retourner dans le monde des humains. Je suis sûr que les autres sont inquiets. Sur ce, les 4 autres acquiescèrent. Après s'être rafraîchis, ils se rassemblèrent tous autour d'eux et James les téléporta dans le monde des humains. Monde humain, Japon, Kuo. Un instant plus tard, James et son groupe arrivèrent au manoir de Kuo. À leur arrivée, James fut serré dans ses bras par sa mère. Dieu merci, tu vas bien, dit Léona en serrant James fort dans ses bras. Quand j'ai appris que tu étais à nouveau emporté dans une autre dimension, j'étais inquiète. Tout va bien, maman, répondit James avec un sourire en tapotant le dos de sa mère. Ces faibles étaient trop faibles pour me faire quoi que ce soit. Et avec le maître là, il n'y avait aucun danger. Et, pourquoi ne mentionnes-tu que maître Scatash, demanda Mysore avec indignation. Tu donnes l'impression qu'on n'a rien fait. Eh bien, pour être honnête, répondit Séuchulin au cri de Mysore. On a juste fait les choses un peu plus vite. Si James et le maître étaient sérieux, ils n'auraient pas vraiment besoin de notre aide. Mocha était d'accord avec Séuchulin. Et même si Mysore savait qu'il avait raison, elle ne voulait pas l'entendre maintenant. Puis elle créa de la glace sur le bout de sa chaussure et lui donna un coup de pied dans le tibia. Imbécile, hurla Mysore en donnant des coups de pied. Abraham Lincoln a dit un jour. Mieux vaut se taire et paraître stupide que de s'ouvrir et dissiper tout doute. Après avoir entendu cela, tout le monde, sauf Séuchulin, rit pour 2 raisons. D'abord, ils trouvèrent amusant que Séuchulin vienne d'être réprimandé avec une célèbre citation d'un auteur américain, et ensuite. Salut, Mysore, dit Mocha, luttant pour contenir son rire. Cette citation est de Mark Twain. Sur ce, le groupe éclata de rire. Naturellement, Mysore commença à rougir de gêne. Séuchulin, de son côté, en profita pour contre-attaquer. Mysore, je tiens à te remercier pour ton conseil. Je le prends au sérieux, dit Séuchulin d'un ton sérieux. Mais tu devrais peut-être aussi suivre ton propre conseil. Après la première partie de la réponse de Séuchulin, tout le monde leva les yeux au ciel. Tout le monde savait à quel point Séuchulin avait tendance à mettre les pieds dans le plat. Mais quand il eut fini, le rire fut encore plus vif. Puis, après quelques minutes de rire, Léona reporta son attention sur Mysore, Séuchulin et Mocha. Je sais que les choses ne se sont pas bien passées dans les enfers, mais nous devons quand même vous féliciter tous les 3 pour vos promotions, dit Léona avec un sourire avant de les serrer tous les 3 dans ses bras. Merci, tante Léona, répondit Mysore en la serrant dans ses bras avec un grand sourire. Merci, répondit Séuchulin, essayant de cacher le sourire fier sur son visage. Merci, répondit Mocha en souriant calmement et en lui rendant son câlin. Félicitations, applaudirent Dante, Lady, Ayam et Chion. Flora et Shuna, en revanche, n'étaient pas présentes en raison de blessures résultant de l'attaque qu'elles avaient subie avec Mio et Maria. Ensuite, ceux qui étaient revenus des enfers furent interrogés sur les détails de l'épreuve et de l'attaque, ainsi que sur leurs activités antérieures et les images qu'ils avaient pu admirer. Naturellement, Mysore était le plus enthousiaste à l'idée de raconter l'histoire, et tous les autres ajoutèrent des détails qu'il avait manqués ou absents. Alors, ton dîner de fête a été interrompu, demanda Léona. Ça veut dire que tu as faim maintenant? En entendant le mot, faim, Ophi dressa l'oreille. Puis elle regarda James avec des yeux brillants. Ouais, je pense que la nourriture serait bonne, répondit James avec un sourire déçu sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Léona en voyant l'expression de James. Tu veux dire que la nourriture du restaurant était meilleure que celle de ta mère? Non, bien sûr que non, répondit James avec un sourire ironique. Alors pourquoi as-tu l'air si déçu? Demanda la dame avec curiosité. Parce que nous n'avons plus la chance de tondre Azazel, dit James d'une manière vraiment abattue. Ne t'inquiète pas, ma chérie, dit Léona avec un sourire malicieux. Je suis sûre qu'on l'attrapera la prochaine fois. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Dans la salle de réunion où les Satans se réunissent habituellement, Sirzek, Ajuka, Serafal et Falbium étaient assis avec Azazel, discutant de tout l'événement et des contre-mesures qu'ils allaient prendre. Vraiment, Sirzek-chan, demanda Serafal, l'étonnement se lisant sur son visage. Et tu as eu le culot de lui faire la leçon enfin, d'essayer, Jekun après qu'il ait promis de tuer Cao Cao, au sujet du déclenchement d'une guerre? James a probablement encore moins de respect pour toi en tant que Satan maintenant que tu as fait preuve de tant d'hypocrisie, a déclaré Ajuka. Sirzek décida de ne pas répondre. Il se contenta de renifler et de détourner le regard. Bye. C'est exactement ce que je disais, dit Falbium d'un ton léthargique. Tu ferais pareil si Ria était en danger. Ouais, le pire, c'est qu'il m'a entraîné sans se soucier de savoir si j'en avais envie ou non, dit Azazel en souriant. Alors, pire que James, tu entraînes les autres dans tes tentatives de... Avant qu'Azazel ait pu terminer, il frissonna. Puis, il sentit un soulagement l'envahir. Naturellement, tous les autres le virent aussi.
Puis, ils regardèrent Azazel avec inquiétude. Azazel-chan, ça va, demanda ce Rafale avec curiosité. Hadès a-t-il fait quelque chose pendant que nous étions là-bas, demanda Sirzek, cherchant simplement une raison de retourner au pays des morts. Et qui serait le coupable, selon toi, demanda Ajuka à Sirzek, qui ne lui prêtait pas la moindre attention. Ignorant les inquiétudes de tout le monde, Azazel sourit ironiquement. Non, ça va, dit Azazel. J'ai l'impression d'avoir échappé à une balle. Quelqu'un complotait sans aucun doute contre moi, pensa Azazel. Je ne sais ni qui c'était ni ce que c'était. En revanche, je sais que leur plan a échoué et qu'ils semblent avoir abandonné. Du moins pour l'instant. Oh oui, dit Azazel comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Je vais démissionner de mon poste de gouverneur général. Je vais céder ce poste à Chamazé. Enfin, je n'aurai pas le temps de m'en occuper pendant que je fais des recherches sur ces 3 engrenages sacrés. Je suis sûr que Chamazé n'était pas ravi de cette décision, a déclaré Ajuka. Ah. Azazel rit sèchement. Eh bien, je ne lui ai pas encore dit. Alors. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.